sais pas Alors, si ça vaut la peine en fait. si tu veux, ce qu'on avait fait les dernières fois, c'est vrai, c'est un peu vache de ma part de te donner la parole en premier. Mais si tu veux, tu peux faire un partage d'écran. On avait fait ça avec Paint Ouais, les dernières fois, donc un partage d'écran et dessin à la ouais. main à la volée avec Paint. Alors, on est plusieurs à avoir déjà implémenté des Daystra dans notre vie. Donc, vas-y, déblatère ton savoir. Si tu dis des conneries, t'inquiète pas, on est plusieurs Ok. à pouvoir t'aider. Alors moi perso, je me rappelle plus de Daystra. Je sais comment, dans les grandes lignes, comment ça Alors, fonctionne. Mais ça fait 5 ans que je l'ai pas implémenté, donc. je vais faire. Je vais faire avec un tableau. Vu que j'ai pas Paint là. Alors, mais bah, je continue. Alors, oui, donc on part de la ville de départ et on regarde toutes les villes qui sont reliées par un chemin. Alors si tu fais un partage d'écran, on voit rien pour le Ouais, ouais, moment. je le fais. Ok, J'essaie de parler. Non, je vais l'en. ok, Alors oui. on t'écoute. Oui. Je... Voilà, là je lance. Voilà, là je lance le partage d'écran. Nickel. Alors mettons j'ai des villes là, je vais les écrire. Alors faut que je m'enlève de l'appui pour parler. Voilà. Alors ma ville de départ, je vais l'appeler. Ouais, on va mettre des noms de villes. Balancez votre ville ceux qui veulent. Rajoute Bruxelles. Ok. Namur, Namure. Dinan, Diant. Et personne d'autre. Bon, c'est déjà pas mal. Alors mettons que je veux faire. Alors, mettons que voilà, j'ai les distances, voilà, qui sont que je les connais pour chaque ville. J'ai la route, par exemple, la route qui relie Marseille à Lyon. Elle est longue de 300 kilomètres. Voilà, j'ai Marseille, Marseille-Bruxelles. 600. Allez, 600. J'allais mettre 1000, ce qui était pas plus forcément mieux. Voilà. Et Bruxelles, Bruxelles-Namur, 1 Il y a 100 kilomètre. km. Ok, 1 Non, non, km, 1 très bien. kilomètre, Ouais. ça sera c'est pour les calculs. Ouais, ok, t'inquiète. Et Dinan, c'est au sud de Namur, donc tu peux mettre 3 km. attends. Bruxelles-Dinan, tu peux mettre 3 km. Allez, 3 kilomètres. Et Namur-Dinan, 1 kilomètre. Du coup, pour que ce soit intéressant. Alors, voilà, Dinan-Namur ou Namur-Dinan, peu importe. Dinan-Namur, 1 kilomètre. Alors, je pars de Marseille. En fait, au départ, j'ai tous les. Alors, je pars de Marseille. Donc, Marseille, pour aller de Marseille à Marseille, j'ai 0. Et toutes les villes, je les mets à l'infini. Ça veut dire que la distance que je peux aller de Marseille à la ville en question avec une infinité de kilomètres. Voilà, alors souvent, quand on rentre souvent dans un programme, on met pas l'infini, on met un nombre énorme. Ouais. Et donc là, je vais regarder. Donc là, je prends à chaque itération du programme, je prends le plus petit potentiel. Donc là, c'est Marseille. Et je vais mettre à jour toutes les villes qui sont reliées à Marseille. Alors, par exemple, Marseille-Lyon, j'ai une route. Je sais pas si vous voyez la souris quand je stream. Oui, on voit ta souris. Ok, Marseille-Lyon, 300 kilomètres. Donc je vais mettre Lyon 300 et je note à chaque fois la dernière ville, au moins la dernière ville. Donc 300 par Marseille. Marseille-Bruxelles 600. C'est quoi? C'est en TGV, c'est même pas 2 heures, c'est bien. Voilà, 600 en passant par Marseille.
Marseille-Namur, j'ai pas de chemin direct, donc je laisse l'infini. Et Marseille-Dinan, j'ai pas de chemin direct, je laisse l'infini. Et ensuite, Alors mathéma on va faire une petite pause ici. Alors imaginez-vous du coup, comme il a dit avec des lignes de TGV. Donc voilà, donc Marseille, il y a un chemin direct entre Marseille et Lyon, et il y a un chemin direct entre Marseille et Bruxelles, ok? Mais il n'existe pas de chemin direct entre Marseille et Namur, ou bien entre Marseille et Dinan. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas accéder à Namur ou Dinan. Peut-être qu'on doit faire une escale à Bruxelles, ok? Je te laisse continuer. voilà, ouais, merci. C'est bien de préciser pour ceux qui je sais pas s'il y en a en vocal, qui ont enfin, s'il y T'inquiète, en a dans le salon qui je lis le chat, donc s'il y a des questions qui arrivent, je te les OK, poserai. Toi, tu peux te concentrer sur ton désormais explication. voilà, donc alors maintenant que j'ai fait la première itération, ça a été donc, à Marseille, je suis toujours à 0, donc je passe donc ça c'est l'itération 0. Si enfin, c'est l'état initial, quoi. J'ai fait l'itération 1 et donc là, je suis donc là, je prends le alors là, oui, ce qui est important, c'est que je dois noter du coup, je vais mettre donc, Marseille, je vais mettre, entre parenthèses, que c'est minimisé. Voilà, donc ça voilà, c'est parce que forcé voilà, parce que de Mars une fois que Marseille, c'était le plus petit potentiel et que j'ai minimisé pour faire Marseille-Marseille, enfin bon, enfin là, c'est évident de toute façon que si je pars de Marseille, j'ai pas plus petit que 0. Mais là, du coup mais ce que je veux dire, c'est que là, maintenant, la plus petite valeur à part Marseille, c'est Lyon et vu que de Marseille, je peux pas faire plus petit que 0 et que Marseille-Lyon, je peux pas faire plus petit que 300 parce que Marseille-Lyon, j'ai une route directe et que je peux pas aller de Marseille à Lyon plus court qu'en prenant la route directe, je sais maintenant que Lyon, je suis minimisé. Mets-le en gras, mais ceux qui sont minimisés, tu peux les mettre en gras. Bonne idée. Hop, voilà, comme Ainsi, tu ça pourras je garder entre parenthèses, et tu dois pas éteindre ta cellule à l'infini. voilà, de toute façon, je comptais pas tout recopier. Ah mince, du coup, heu, Non, c'est parce que bien regarde, vérifier. regarde dans le champ texte, regarde dans la formule en haut. Ah oui, merde, merde, j'ai pas fait ah merde, normalement une normalement quand on fait tabulation, Mais du coup, donc alors c'est oui, alors bon, tac, ça, je le mets là, faut faire enter ça, du coup. ah oui, je voilà. Et du coup, Alors, tu peux mettre Marseille en gras. Vous avez voilà, compris là je mets pourquoi? Marseille Donc en en gras. fait, ici de tous les chemins qu'il connaît pour le moment, il en a un qui lui permet en 300 d'arriver à Lyon, et il en a un qui lui permet en 600 d'arriver à Bruxelles. Du coup, même on essaie de déterminer si c'est quoi le chemin le plus rapide pour aller à Lyon, bah ici il n'a que deux chemins possibles. Un qui va à 300 qui amène à Lyon, donc on sait que la distance, on a une distance pour aller à Lyon qui est de 300, et une qui devrait prendre Bruxelles comme escale, donc tu vois, aller à Bruxelles puis revenir vers Lyon. Mais aller à Bruxelles, ça coûte déjà 600. Du coup, c'est impossible, parce qu'il n'y a pas de distance négative, de partir de Bruxelles, arriver à Lyon, de sorte à ce que la somme de la distance Marseille-Lyon, pardon, la somme, la distance Marseille-Bruxelles et Bruxelles-Lyon soit plus courte que la distance Marseille-Lyon. Du coup, on sait que Voilà, la distance Marseille-Lyon, en allant directement à Lyon, c'est le plus court chemin. Du coup, c'est le chemin optimisé. ouais. Parce que là, j'ai pris un cas concret avec des routes, donc c'est évident qu'il y a pas de distance négative, mais voilà. Mais si j'avais rentré, oui, si je m'étais amusé à rentrer que Marseille-Lyon, il y avait moins 300 kilomètres, là, l'algorithme n'aurait pas fonctionné, parce qu'il aurait fait il aurait pris cette route en boucle, pour gagner des kilomètres, en p voilà, Ouais, donc Destra, ici, en tout cas jusqu'ici, voilà, ouais. il y a rien qui était présenté, donc t'as rien raté, Minao. On a commencé, tu arrivé assez rapidement. Tu sais, hein, je fais toujours un peu traîner les choses.
Donc à l'itération oui, pardon, tu disais un truc? Non, non, vas-y. OK. Voilà, donc à Non, l'itération 2, comme, Marseille, je suis sûr que 300 ça sera imbattable et que je suis pas encore, D'ailleurs, je vais mettre plutôt celle-là en gras. Je vais supprimer celle-là parce qu'on en a plus besoin. Je vais du coup maintenant faire en partant de Marseille. En partant de Marseille, non pardon, en partant Oh de le Lyon, Marseillais! en partant de Lyon, du coup, en partant de Lyon. Et alors Lyon, je regarde, alors, Lyon-Marseille, j'ai pas besoin de regarder parce que, j'ai même pas besoin de regarder parce que Marseille, je sais que j'avais déjà minimisé. Hem et alors je regarde, est-ce que j'ai une route, entre Lyon et Bruxelles? Non. Est-ce que j'ai une route entre Lyon et Namur? Non. Est-ce que j'ai une alors entre Lyon et Bruxelles, non, donc non, je laisse la seule route que tu avais avec Lyon, c'était entre Lyon et voilà, Marseille. voilà. Mais le programme, lui, il va regarder, évidemment, enfin, sauf À, peut-être part- à justement partir de là, voilà, tu sais que Bruxelles, c'est le chemin optimisé. voilà, il se trouve que voilà, donc voilà, le reste, je suis à infini, infini. Et donc là, je regarde, voilà, la plus petite valeur, c'est Bruxelles. Donc hop, j'avance, voilà, je suis à l'itération 3. Et donc maintenant, je fais pareil de Bruxelles. Alors je regarde Bruxelles-Namur, j'ai 1 kilomètre. Donc, donc et là, je vais faire une addition parce que je cherche à faire Marseille-Namur. Donc à 600, voilà. Donc Bruxelles-Namur, du coup, maintenant, je suis à 601. Alors je mets comme il faut toujours que je note la dernière ville Tu peux pour la écrire tu peux juste écrire BXL. Ouais, ok, ok, j'ai compris comment tu allais voilà, faire, 601 d'accord. Bruxelles. Et alors Heu pareil, Bruxelles-Dinan. Bruxelles-Dinan, 3 Bruxelles-Dinan, tu as 3 kilomètres. kilomètres. Donc là, j'ai 603 en passant à Bruxelles. Et alors là, je prends le plus petit des 2, c'est Bruxelles, c'est Namur. Et donc maintenant, je fais je fais Namur, alors là, bon, il reste plus qu'une seule ville, c'est Dinan. Mais je regarde donc dans les villes que j'ai pas mis en gras, il faudrait que je regarde toutes celles qui sont directement reliées à Namur. Et donc, là, j'ai Dinan-Namur ou Namur-Dinan, 1 kilomètre. Donc, je peux donc Ici, Dinan, je vais pouvoir entre 603. Donc, aller de Marseille à Dinan. En passant par Bruxelles, c'est 603. Mais ouais, ici, on a également un chemin entre. Je te laisse écrire, vas-y, écris. ouais, On a également un chemin donc, qui fait Bruxelles, Namur, Dinan. Et alors à ce moment-là, la distance, la somme totale, c'est 602. Et ça, on peut le voir parce que du coup, on a déjà, dans la cellule E5, on a déjà calculé qu'on était à 601 et on est arrivé à Namur en passant par Bruxelles. Et là, si on regarde, entre Namur et Dinan, il y a de nouveau une route qui ne fait que cette fois-ci que 1 kilomètre. Et donc là, on sait, en comparant toutes les routes qui arrivent à Dinan, on sait que bah, la route la plus courte, bah, c'est celle qui passe par Namur. Et donc on peut dire, bah, voilà, 602, donc c'est celle qui vient de Namur. Et après, on n'a qu'à remonter la chaîne pour retrouver comment ça s'est passé. Ok, ça c'est comment fonctionne Daystra. Mais du coup, voilà. comment est-ce que tu l'as implémenté dans un labyrinthe? Parce que dans un Alors, labyrinthe, alors justement, j'aurais pu transformer mon labyrinthe dans j'aurais pu prendre une bibliothèque où il y a déjà l'algorithme implémenté et changer mon labyrinthe dans une structure, pour la donner à manger à un algorithme, déjà écrit par quelqu'un d'autre en Haskell. j'ai Ça, une, j'aurais j'ai pu. une question pour toi. Parce que du coup, ici, donc, comme je vous l'expliquais, je peux prendre vite fait, moi, le partage d'écran? Ouais, ouais, j'allais le rendre de toute façon parce Ok, très bien. que je me trompe pas. Alors, regardez, on a un partage d'écran Reception. Ok. Alors, si on reprend l'exemple qu'il nous avait proposé, j'espère que vous voyez le bon écran. Est-ce que vous voyez bien Pent? Dites-moi si vous voyez Pent, s'il vous plaît, dans le chat. Ouais, Parfait. Je vais mettre le chat, ok. Alors, on se rappelle, donc, on avait l'exemple, donc, Marseille, Paris,
Bruxelles, Namur, Dinan. OK. D'accord. Et alors on se rappelle, on avait une route à Dinan, on avait une route Lyon-Marseille, et puis on avait une route comme ça. Et en plus une route comme ça. OK. Et donc ici, en rouge ici, Bruxelles, en bleu ciel, Marseille, en bleu marine, Dinan. OK. Et du coup, ici, en fait, vous pouvez voir que quand on s'intéresse à la structure de données, en fait, on a une structure en graphe. OK. Donc on a des nœuds, et chaque nœud représente une ville. OK. Donc ici, j'ai mis Marseille, Bruxelles et Dinan, qui sont des villes, des nœuds dans mon graphe en surbrillance. Et alors on a des arêtes sur les graphes. OK, je vais les prendre en couleur qui se voit bien. On va prendre en vert. OK. Par exemple, ici, la route qui sépare Marseille à Bruxelles, c'est une arête dans notre graphe. OK. Et du coup, ma question pour toi, Paloud, c'est si on considérait un labyrinthe, quels seraient les nœuds et quelles seraient les arêtes? Alors je sais pas si alors moi voilà, moi je pour moi c'est la réponse est évidente, mais mais peut-être pas pour tout le monde, encore moins pour ceux qui découvrent, l'algorithme et qui découvrent, l'idée de graphe. Et alors moi, pour moi, donc dans un labyrinthe, les nœuds, ça serait, toutes les cases, qui sont pas des murs sur lesquels on peut marcher. Il y aurait une arête entre 2 nœuds, donc les nœuds représentent les cases entre 2 cases. Si les cases, sont, se touchent, et ça serait que et on aurait que des arêtes de poids 1. Heu, hem, voilà. Donc Donc alors pour toi, donc si je reprends notre exemple de tout à l'heure, alors je suis désolé pour le rouge, hein, mais on va faire sans, je vais prendre du vert. OK? Du coup, pour toi, on est d'accord de ce que tu as expliqué. On va prendre le pinceau. Ici, on aurait oups, il faut que je prenne le pinceau pas sélectionné. Donc ici, on aurait une arête, pardon, on aurait un nœud. Ici, on aurait un nœud. Ici, on aurait un nœud. Ici, on aurait un nœud. Bref, à tous les endroits où on a des intersections, en fait, on a des nœuds, quoi. C'est ça? C'est ça que tu étais en train d'expliquer? alors non, pas où on a des alors je sais pas les no oui, c'est les noirs où on peut marcher. Tous les carrés noirs, ce seraient des nœuds. Tous les carrés noirs, c'est des nœuds. Voilà, j'étais parti sur ça moi, ouais. OK. Donc ici un nœud, ici ça devient c'est trop petit. Donc ici un nœud, ici un nœud, ici un nœud, ici un nœud. Et du coup, Voilà. tes arêtes, c'est quoi? Et alors mes arêtes entre, dès qu'il y a 2 nœuds, dès qu'il y a 2 cases à côté, donc, à côté ça veut dire, Ouais, si contigu. j'ai, pour une case ça sera x égale n, y égale n, et pour l'autre case ça sera soit x égale n et y égale n plus 1, soit ou n ou pardon, ça sera soit x égale n, y égale, n plus 1, soit x égale n, y égale n moins 1, soit x égale n plus 1, y égale OK. n, OK, soit j'ai voilà, bien compris. Et donc pour toi, voilà, on a ça comme ça ici, OK? Donc voilà. voilà les différentes arêtes entre tes différents nœuds. OK. Ça veut dire que dans le pire des cas, en faisant tourner, Dijkstra là, j'ai dans le pire des cas autant d'itérations que de cases noires. Ah ouais, ce qui fait énormément quand on a 5000 par 5000, on va diviser par 2 parce que, on va diviser par 2 parce qu'il y a quand même beaucoup de murs. Et donc, toi, tu serais de l'ordre de 25 000 carrés cases à explorer, quoi. Voilà, ça mais si j'avais réussi, à temps, à faire l'algorithme, je suis sûr que ça aurait marché. C'est que là, c'est que en alors alors maintenant je peux quand même vous montrer, voilà, en Haskell, ce que j'ai fait, comme ça je vais peut-être, voir, Alors, si j'ai fait des heu, peut-être que je vais pouvoir me corriger certaines erreurs en direct, mais j'aurai pas un programme qui tourne, je pense, parce que alors je peux pas, le problème, c'est que je pense que alors je vous invite à me corriger, je vous invite à me corriger, mais je pense que parmi les personnes connectées actuellement, est-ce qu'il y en a parmi vous qui comprennent et sont capables de lire du Haskell?
Alors, c'est le moment où vous écrivez dans le chat. Hein, tous ceux qui sont dans le fond de la J'ai classe compris. endormis depuis tout à l'heure, il y aura une interro à la fin. C'est pas vrai. Oui, oui, Antoine, bien sûr, tu peux poser des questions. Euh, Oui, j'ai fait mon malin à mettre des notes partout pour les noms de type et au final, le truc il marche pas à la fin. moi, je ne suis pas capable de lire de la Haskell, donc je peux vraiment pas, je peux vraiment Ouais. pas, Oui, pas oui. t'aider. D'ailleurs, Non, dans, c'était dans pas la liste pour m'aider, d'ambassadeurs, c'était pour si ça intéresse que je parle un peu de Haskell, de voir pourquoi est-ce que là j'ai eu du mal, alors, ce que je te propose, c'est qu'on garde ça pour plus tard. On va continuer sur les labyrinthes, et alors voilà, après, ouais. qu'on Faut aura, pas que je tu bouffe fais trop de les... temps aussi, ouais. Exactement, exactement. Important. Est-ce que Mino ou Linex sont connectés? Ah ouais, Mino, il est présent. Mino, Moi, je suis bonjour. là, je suis là. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Bonsoir. Ça va et vous? Ça va très bien. Alors dis-moi, tu as... Qu'est-ce que... Toi, tu peux nous dire quelle a été la technique que t'as empruntée pour résoudre le labyrinthe? Ouais, bien sûr. Je vais. On Ouais, va l'entendre. Alors, la technique qui a été présentée jusqu'ici avec Dijkstra, je l'ai pas entendu directement, mais euh, c'est, j'ajoute au cas où, c'est une technique qui présente l'avantage de donner la solution optimale quand même. Ah oui, Euh, effectivement. donc on parcourt effectivement beaucoup de cases dans le labyrinthe, mais on a la certitude que s'il y a une solution, on la trouve, et pas des moindres, on a la certitude que la solution trouvée est la solution optimale. Alors, un autre petit détail sur la question de comment est-ce qu'on graphifie, enfin, on fait la graphification du labyrinthe, comment on transforme la quête de labyrinthe en graphe, c'est que c'est pas forcément si trivial que ce qui a été présenté. C'est-à-dire que ce que j'ai à l'écran là, le magnifique dessin sur Paint, c'est une graphification, par exemple, dont toi tu parlais, je pense, Laser, qui est possible aussi, et qui va marcher avec pour Dijkstra, par exemple. Et c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de prendre, euh, de dire que chaque case du labyrinthe, c'est en fait un nœud du graphe. On peut avoir une procédure différente qui fait ce genre de choses-là. On peut aussi enlever les nœuds qui sont dans les angles, et garder que les intersections, les changements de direction, le début, la fin, par exemple. Ça fait des graphes qui sont avec moins de nœuds, donc le parcours est plus rapide. Mais le parsing du labyrinthe est plus long et l'implémentation elle est moins triviale. Bref, bon, Ici, je moi suis dans en mon train de... cas, c'est un ouais, pardon. Ici, donc, pour reprendre ce que Mino dit, donc alors Mino, ce qu'il est en train de proposer, c'est de dire, ben voilà, ici, donc je vous ai mis quelques endroits où on a des intersections, donc ça veut dire des endroits où on a plus de un chemin possible, ok? Et alors, ce que du coup, ce que Trifas était en train de suggérer, c'est de dire, ben voilà, au lieu d'utiliser chaque case du labyrinthe, on a vu qu'il y a, donc vous avez vu, j'ai fait quand même beaucoup de points pour très peu d'endroits. On pourrait plutôt dire, ben voilà, on va s'intéresser non pas à chaque case, mais à chaque intersection, et on va s'amuser à construire un graphe où on lie les intersections entre elles. Ok. Et donc, par exemple, ici dans notre graphe, on aurait donc ici dans ce que j'ai pris, on aurait le point jaune ici, qui serait lié à ce point ici, mais également au point ici, mais également, alors, on va imaginer que là c'est tout noir. Hein, on va tricher. On va dire que là il n'y a pas de chemin. Ok. Donc là il n'y a pas de chemin. Là où j'ai mis le truc, il n'y a pas de chemin. Ok. Ainsi, je peux venir mettre un trait jaune là-bas. Voilà, ok. Et du coup, là où avant on allait avoir de toute manière trois traits pour toutes les positions qu'on avait autour, maintenant en fait on s'est débarrassé de toute une série de points des points intermédiaires. Alors ici d'ailleurs je me suis trompé, c'est pas le point jaune. Le point jaune, je l'ai pas fait au bon endroit. En fait, le point jaune il est là et là. Et donc il allait ici. Comme ça. Vous voyez? Et du coup en fait en faisant comme ça, on a une graphification. Graphification, c'est un mot merveilleux, je l'ai pas très bien à le prononcer, mais c'est pas grave. Qui est plus simple, plus courte. Ok. Et donc on peut voir par exemple que arrivé sur celui-ci, en fait, on est dans un cul-de-sac, quoi. Il y a aucune sortie possible à cet endroit-là. Ok. Et donc la solution que vous proposait Paloud, elle était très intéressante et à mon avis, on aurait dû aller
une étape un petit peu plus loin pour justement pouvoir utiliser Dijkstra sur une plus petite base de données. Voilà. Ça, c'était pour Spoiler alert, dans ma solution, je fais pas comme j'ai dessiné là. C'est-à-dire que je dis juste que il a été faire le graphe à partir du labyrinthe, c'est trivial, et voilà. Mais en fait, je veux juste te dire qu'il y a plusieurs solutions de graphes qui peuvent représenter un labyrinthe et que c'est pas si trivial que ça, au final, la manière dont, entre guillemets, on parse le labyrinthe. Ah, pardon, Moi, attends, je fais pas comme ça. J'ai une approche aussi. Voilà. J'ai une approche beaucoup plus simple que ça, où j'ai une case égale un nœud, comme dans ce qui a été montré avant. Ok, alors, on est sur ton live. l'idée, je vais vous présenter un algorithme qui donne pas la solution optimale, mais d'aller beaucoup plus vite parce qu'il parcourt pas toutes les cases du graphe, enfin tous les nœuds du graphe. Donc c'est un algorithme de parcours de graphe qu'on appelle en profondeur, c'est-à-dire ça, voilà, parcours en profondeur. Désolé. En gros, c'est-à-dire que le graphe, on peut le représenter comme étant avec la case de départ si la case de départ est celle-ci là, ça va être, on va dire, mon nœud d'origine là. Et en gros, elle a pour le coup là, elle a une case fille qui a elle-même une case fille. Et cette case-là, elle a 2 cases filles, etc. Et en gros, on a un système de couches comme ça, où on va aller de plus en plus loin dans les différentes couches du labyrinthe. Alors là, on a, etc. Enfin, des choses très intéressantes. Hello. Bon, mon exemple n'est pas forcément très bon ici, mais en gros, l'idée, c'est de dire que si on veut parcourir un arbre comme ça, un graphe, depuis on va dire un sommet jusqu'en bas, on a 2 solutions. On a une solution où on va d'abord aller regarder ce qu'il y a. Je vais faire un autre arbre mieux pour l'exemple parce que mon arbre pourri en fait, celui du labyrinthe. Voilà, c'est mieux. On peut par exemple parcourir le long de on va dire, le long de chaque niveau. Donc on descend d'un niveau, on regarde ce qui se passe ici, on regarde ce qui se passe ici, on regarde ce qui se passe ici. Une fois qu'on a terminé et qu'on est certain qu'on a épuisé tous les nœuds qui étaient dans ce niveau-là, on descend à un niveau plus bas, on regarde ce qui se passe ici, on regarde ce qui se passe là, on regarde ce qui se passe là, et à la fin, on regarde ce qui se passe ici. Les algos type, on va dire, type Dijkstra, c'est plutôt ce genre de parcours-là, même si c'est pas exactement ça, mais en gros, c'est des algorithmes qui vont regarder strate par strate, et on est certain qu'à la fin, on a parcouru toutes les cases du graphe. L'algo en question ici, c'est un algo, on dit qu'il est depth first. Ça veut dire que c'est pas un parcours en largeur, comme je viens de vous montrer, c'est un parcours en profondeur. En gros, on choisit une branche, par exemple celle-ci. Alors la question de comment on choisit la branche est importante, on va y revenir juste après. Donc on choisit une branche, on avance d'un cran, on va dire d'une profondeur dans le graphe. Et ensuite, on rechoisit une branche ici, et on rechoisit une branche, et on va jusqu'au bout, et jusqu'à ce qu'on n'ait plus de nœud fils, et on remonte ensuite, puis on va compléter cette profondeur-là, puis on remonte ici, et on va compléter celle-ci, on remonte, on va compléter celle-là, on va compléter celle-là. Donc là, on a parcouru les mêmes cases, mais pas dans le même ordre. En gros, alors pourquoi est-ce que ce serait mieux? Parce que si, par exemple, ma sortie, c'est cette case ici qui est à la fin, là, eh ben, on a l'espoir qu'on atteigne la sortie, comme dans le cas présent, là, avec ce parcours, qu'on atteigne la sortie sans avoir eu besoin de parcourir toutes les cases du graphe avant. Donc en gros, on fait l'hypothèse qu'on va réussir à sélectionner le bon, on va dire, nœud fils, en essayant de deviner quel nœud est le plus prometteur pour nous approcher de la sortie. Et en faisant ça, on a espoir de toucher la sortie avant d'avoir parcouru toutes les cases du graphe. Cette hypothèse-là, elle nous empêche d'avoir une solution optimale parce qu'on va s'arrêter au premier chemin dans le graphe qui va relier la première case avec la dernière case. Mais on n'a aucune certitude que ce chemin-là est le plus court. Ça va être le premier qu'on ait trouvé. Mais on ne sait pas si c'est la solution optimale. Je me permets de t'interrompre. Alors, Ouais. Antoine, je vois que tu as écrit depuis fort longtemps. Si tu veux, tu peux désactiver ton micro et la poser en live. Désolé, oui. Alors, moi, le problème, c'est que je pense que ça va être une question très con.
C'est globalement, j'ai vu que toutes les solutions, vous pensiez en graphe, Ouais. sauf que quand je pense au problème d'un labyrinthe, instinctivement, je pense à un repère orthonormé en fait, avec chaque espace comme comme une coordonnée x, y. Et peut-être c'est ça qui m'a plombé dans le problème. Moi, j'ai aussi pas eu le temps de le faire, mais je sais pas si Non, c'est non, non, en fait, c'est deux approches complémentaires, hein. d'accord, d'accord. Mais je pensais que voilà, du coup on peut faire les deux, mais c'est vrai que avec un graphe, j'ai du mal à raisonner, mais peut-être que c'est peut-être pour ça que j'ai pas réussi, parce que moi, du coup, j'avais du mal à voir comment faire en sorte que retenir une direction, comment stocker une direction dans une variable, en fait, parce que si ça tourne dans une boucle, par exemple, si le chemin forme une boucle, le programme risque de s'engouffrer, de du coup jamais arrêter de s'y engouffrer. Alors, Jamais. ça, si je peux présenter dans la plupart des solutions que j'ai lues, en fait, les gens, donc tu avais le labyrinthe, et donc tu avais 2 caractères. Tu avais le hashtag pour le mur, le dièse, pardon, et tu avais l'espace pour un chemin disponible. Parce que pour résoudre ce problème de ne pas remarcher sur ces traces, ce qu'ont fait la plupart des personnes, c'est employer un caractère en plus, par exemple un point, pour marquer toutes les cases qu'ils avaient visitées. Et donc ils avaient leur objet carte, ok. Et à chaque fois qu'ils avançaient et qu'ils progressaient sur une case, ils venaient marquer cette case avec un point. Et dans leur algorithme qui leur disait bah, quelles sont les cases libres autour de moi, on, ne, on disait que les cases sur lesquelles on avait déjà marché n'étaient pas disponibles. C'est comme si c'était des murs, tu vois. On ne pouvait avancer que sur des espaces. Donc ça, c'est une manière de résoudre le problème que tu es en train d'énoncer. C'est-à-dire comment faire en sorte de ne pas tourner en rond. Ok. Donc oui, non, maintenant ça devient logique, oui, donc c'est pas con. Et oui aussi, je voulais dire merci beaucoup pour ce genre de défi parce que je connaissais le serveur, mais je connaissais pas ça et c'est super Ah cool. ben écoute, ça nous fait plaisir. On aura l'occasion d'en parler un peu après. On peut retourner à ta présentation, Mine. Désolé d'avoir dérangé. Ah, y a pas de problème, tu déranges absolument pas. Non, non, ça dérange pas du tout. Mais oui, alors effectivement, en fait, cette histoire de coordonnées et cette histoire de graphe, le graphe, c'est un peu un genre d'abstraction mentale qu'on construit par-dessus le labyrinthe, parce que ça nous aide un peu à comprendre comment on le parcourt, comment on s'y retrouve. On pourrait dans l'idée totalement se passer du problème. C'est un outil qu'on va utiliser parce qu'il simplifie les choses en enlevant des données dont on n'a pas besoin dans le problème du labyrinthe, en fait. Mais cette approche en coordonnées, elle est importante et elle est totalement complémentaire, en fait, à l'approche en graphe. Alors, je vais essayer de vous montrer donc l'algo en question, mais je m'aperçois que j'en ai une version déjà un peu plus sophistiquée ici et j'aimerais bien faire un truc plus simple, donc je vais essayer de réécrire ça. Alors, tu fais pas de réécriture de code en temps réel, ça c'est certain pour pas fonctionner. Ah oui. Tu Bon, bah, vas, sinon, tu je vas vends bugger. cette démo-là et Moi, je te propose, termine de faire le parcours en profondeur, explique comment ça fonctionne avec le truc. Sauf si ça fonctionne du premier coup. Si ça fonctionne pas du premier coup, tant pis. J'ai trop d'expérience de gens qui se sont pété la gueule parce qu'ils ont fait du live coding, du live debugging en démo. Et ça fait déjà non, non, 40 minutes qu'on est dans le truc. je comprends la problématique, quoi. Je charge le fichier, si ça marche pas, j'explique. Bah, ça marche du premier coup, c'est super. Voilà. Ah, Alors, trop cool. là, Alors, là, ce qui a tourné là, c'est exactement ce dont on a discuté tout à l'heure. Donc, c'est l'algorithme de parcours en profondeur comme j'ai dessiné là. Et le machin qu'on n'a pas dit jusque-là, donc je vous rappelle qu'en gros, l'idée c'est de dire, on parcourt le graphe, donc qui correspond aux différentes connexions entre les cases du labyrinthe, non pas étape par étape en avançant sur chaque branche qu'on explore au fur et à mesure, mais on choisit à chaque fois à une intersection. En fait, ça correspond à un parcours où à chaque intersection, on choisit une direction, jusqu'à l'intersection d'après, on en choisit une autre, jusqu'à ce qu'on trouve la sortie. Quelle intersection on choisit? Pour le moment, en gros, bah, c'est plutôt random là. Enfin, random. Ça va prendre d'abord, alors là, dans mon cas, ça va dépendre du sens dans lequel j'ai mes dis que directions ici. Donc, dis que toi ouais. tu fais random parce que l'INEC après, lui, il a une solution optimisée pour ça. C'est Ouais, je sais bien. En fait, justement, ce que je viens de modifier dans mon code, c'est que je suis passé de comment choisir la bonne direction à on prend un truc au pif. Et déjà, on voit qu'il y a toute cette zone là-haut, là, du labyrinthe qui est le violet. Alors, sur le screen sharing, je sais pas si on le voit bien, On mais voit en rien. gros, toute cette zone dans le coin supérieur droit a pas été explorée. Mais on voit qu'on n'a pas été très malin dans nos choix, sinon. Il y a beaucoup, beaucoup de cases, donc les cases en bleu, en cyan, là, qui ont été explorées, alors qu'elles ne le devaient pas. Alors, je sais pas, du coup, si l'INEC veut présenter
quelle Oui, fonction d'évaluation on peut prendre. Et je suppose que c'est une vous fonction prenez de la distance distance, que l'INEC a à la prise. sortie. Ouais, la distance à la sortie. Moi, j'ai le carré de la distance pour une raison un peu d'optimisation qui m'intéresse Oui, ça d'expliquer. Mais change si rien. l'INEC veut expliquer pourquoi ça marche bien avec les distances, Ce sera lui d'expliquer ça. C'est comme ça que j'ai planifié le truc. Donc, explique-nous. Ok. Donc, tu fais un parcours en profondeur, d'accord. Mais il y a un moment, imaginons tu arrives dans une impasse. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu choisis, ok, tu choisis des intersections, très bien. Mais par exemple, lorsque tu arrives tout en bas à gauche de ton graphe, je vois que tu arrivé dans un cul-de-sac. Qu'est-ce qui se passe au moment où tu arrives dans un cul-de-sac? bah, en fait, au moment où l'idée, c'est qu'on a une stack, donc une pile d'éléments dans laquelle on marque la position des prochaines cases à explorer. Et c'est-à-dire que quand on avance d'une case, peu importe dans la direction, on rajoute dans cette pile, on dit bah ok, prochaine direction à explorer, là je peux aller à droite et en bas. Donc hop, je mets en bas et à droite dans ma pile. Et ensuite, une fois que j'ai exploré cette direction-là, je vais popper ça de la stack. Donc ça veut dire que je vais supprimer cet élément-là de ma liste, partant du dessus. Donc je vais prendre le dernier élément de ma pile. Je vais dire ah, bon d'accord, alors la dernière case que j'ai à explorer, c'est celle-ci. Je vais en cette case et je la vire de la liste. Donc en fait, qu'est-ce que ça produit? C'est que quand je suis dans un cul-de-sac, j'ai juste épuisé en fait tout ce qui était sur la stack qui correspond à ce qu'il y avait à épuiser à explorer sur cette branche-là. Donc automatiquement, je vais me retrouver à remonter dans la hiérarchie du graphe à une couche supérieure. C'est-à-dire que je vais me retrouver par exemple dans mon cas avec le Magnific Paint là, si je suis arrivé dans un cul-de-sac, mettons ici, une fois que je suis là, et ben il y a plus rien à explorer là. Du coup, l'algorithme va se demander bon, ok, bah je vais aller voir ce qui se passe autour de la prochaine case à explorer dans la pile, qui se trouve être par exemple, mettons celle-ci, par exemple. Donc en fait, ça correspond c'est comme si on remontait le long des edges du graphe jusqu'à trouver la dernière case non explorée qui était intéressante. Selon la fonction qu'on prend pour estimer quelle case choisir, on va pas forcément remonter, on va pas forcément avoir ce cas. Alors, je vais complexifier un peu les choses. Alors, si jamais, est-ce que je peux moi le présenter avec mes propres mots? Euh, je finis vite fait Vas-y. sur ce truc-là parce qu'il y a un truc que j'ai dit qui était faux, donc ça m'énerve un peu, désolé. Mais en gros, si on est ici et que la case en vert ici, ça m'a sorti. Je me retrouve ici à avoir épuisé toutes les possibilités. L'algorithme, en fonction de la fonction que j'ai choisie, peut-être que l'algorithme, donc j'ai parcouru ça, ça et ça. Peut-être que la prochaine case dans ce que j'expliquais, je sous-entendais que la prochaine case à explorer, c'était celle-ci. Mais en fait, il n'y a rien qui le prouve, hein. Ça peut très bien être celle-là. En fait, la prochaine case à explorer, ça va juste être la dernière case qu'on a mis sur la pile et qui n'a pas encore été explorée. Donc on va remonter dans la hiérarchie, mais selon la fonction qu'on prend pour choisir, on ne sait pas si on va remonter ici ou là. Ah, c'est marrant parce que je l'ai implémenté différemment de toi alors. Bah, après, il y a plusieurs manières de faire, mais en vrai, dans mon truc complet, du coup, c'est une liste, c'est un conteneur qui est trié en complexité, en gros, en grand taux de log-n environ. Et du coup, l'intérêt, c'est qu'on a toujours une stack qui est triée où le dernier élément de la stack, c'est le prochain élément le plus intéressant. C'est la next best thing to try, quoi. C'est la prochaine bonne idée à essayer, qui statistiquement va nous amener proche de la sortie. Cool. Cool. Parce que du coup, je l'ai aussi implémenté, cette approche en profondeur. Alors moi, c'était beaucoup plus simple. Donc en fait, donc vous imaginez bien ces différents nœuds. Alors je te ferai remarquer que le nœud en bas, en fait, dans ton truc, t'as que t'as que trois intersections, hein. T'as celle au milieu, celle en bas et celle à droite, hein. Il n'y a pas d'autres points. Ouais, non, il est fourré. Mon labyrinthe d'exemple, il est fourré. Mhm. Ok. Alors en fait, pourquoi la case en bas à droite ne pourrait pas être la solution? Euh, Dans son graphe, c'est un exemple. Dans le graphe qu'il a fait à droite, c'est juste un exemple qui ne reprend pas le graphe de gauche. Ok, rien à voir, les deux n'ont rien à voir. Alors, dans ma propre solution, donc en recherche en profondeur, et que je pense être un peu plus simple que ce que Mino a fait, alors sûrement moins optimisé, mais alors en fait, ce que je fais, donc, c'est à chaque position T, je regarde quelles sont les cases qui sont disponibles autour de moi. Ok.
Donc je commence par dire, bah voilà, j'arrive sur une case et je marque la case comme étant, voilà, explorer. Je regarde les cases qui sont disponibles autour de moi et je me déplace. J'avance. À ce niveau-là, je regarde quelles sont les cases disponibles autour de moi. Si on a qu'une seule, j'avance dessus. Je marque que la case est explorée. Puis j'avance, puis j'avance, puis j'avance, puis j'avance. À un moment, je vais arriver dans un cul-de-sac. Et bah voilà, j'ai plus d'endroits à explorer et je vais remonter ma stack. Je vais remonter un étage. Est-ce que un étage plus haut, j'ai encore une case à explorer, une case qui n'a pas encore été marquée comme étant explorée. Ah, oust. Et je vais remonter, remonter, remonter. Si je tombe à un endroit où j'ai une case qui me reste à explorer, je vais m'engouffrer dans ce chemin-là et je l'explorer complètement. Okay, donc c'est exactement comme il vous l'a expliqué. Donc on a vraiment cette idée de, on va explorer un chemin jusqu'au bout, jusqu'à tomber dans un cul-de-sac. Et une fois qu'on est arrivé dans ce cul-de-sac-là, on va essayer de remonter, 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 jusqu'à un endroit où on va trouver un autre chemin à explorer. Et on va explorer cet autre chemin, jusqu'à ce que de nouveau ce chemin-là nous amène dans un cul-de-sac, on va remonter et explorer un autre chemin. Et ainsi on va avancer, 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 jusqu'à un moment où on a un chemin qui nous amène sur la solution, comme il l'a montré ici. Ok ? Moi, j'ai 2 questions à vous poser. Vas-y Jean, t'écoute. Si c'est Non, Jean qui a parlé ou bien c'est non, pas c'est Loud. Paulou. Ok. Loud. Alors, d'abord, une remarque, quand vous faites comme ça, vous devez donner, en entrée à votre algorithme un arbre, et pas n'importe quel graphe. Ça veut dire qu'au moment où vous parsez le labyrinthe, il faut que vous obtenez un arbre où le départ est la racine. Enfin, si je me Non, trompe pas. non, pas forcément. Pas si, Ouais. pas si tu marques les cases que tu as déjà explorées. En fait, en marquant les cases que tu as déjà explorées, même si tu pars sur un graphe au départ, de par le parcours du graphe, il Ah va oui! se il va On se il s'autorise va à remonter. s'élaguer, Ouais. il va s'élaguer petit à petit pour ne donner qu'une solution en arbre. Quand tu vas regarder ce que tu auras parcouru à la fin, même si Mmh. tu as un graphe en entrée, tu vas te rendre compte que tu as eu un parcours d'arbre, mais dans un graphe. Ah oui, oui, effectivement. Oui, ça veut dire que si tu donnes, un graphe au c'est-à-dire que tu auras le nœud de départ, en fait, il aura des cases à côté qui seront arbitrairement, considérées comme ses filles, et d'autres cases comme sa mère, enfin, et une case comme sa mère, Ouais, mais, de exactement. manière arbitraire. OK. Exactement, et c'est en fonction du parcours. Donc, la case dans laquelle le nœud dans lequel tu commences, il va être considéré comme étant le root node dans ton arbre. OK? Et à chaque D'accord. fois que tu vas avancer, tu vas avoir une relation tu vas avoir vraiment une relation de parent-enfant entre la Oui. case que tu as explorée et la case de laquelle tu venais. Et ainsi, tu as moyen de revenir sur tes pas pour aller explorer d'autres possibilités, sans jamais aller réexplorer des cases qui ont déjà été explorées. Ça sert à rien, c'est le principe du labyrinthe. OK? D'accord. Et donc, même si on est d'accord, Oui. il y a des boucles. Donc c'est un graphe, c'est pas un arbre. On a bien fait attention à parler de graphe depuis le début, mais on a bien un parcours de graphe qui réutilise les techniques de parcours d'arbre. D'accord, je vois. C'est pour être complètement cohérent sur le point de vue Et vocabulaire. voilà, et l'autre question que j'avais, c'est, alors là, je crois que justement vos deux solutions diffèrent. C'est, il y a une pile, et est-ce que du coup on va dépiler un moment? Quand tu arrives dans un cul-de-sac, tu dépiles. Voilà, dans ta solution, j'ai compris, et dans la sienne, Ça veut dire quoi dépiler? C'est quand la pile elle est épuisée? est-ce que Quand tu est-ce fais qu'on pop sur ta supprime un pile. moment un Ah élément, bah je pop. Non, le non, non, dernier élément de la pile? je pop de la pile à chaque fois que j'explore une case. À chaque fois que j'explore à chaque fois que j'explore une case, je pop ce qu'il y a en haut de la stack. Ouais, Mais ouais, du c'est ça, ouais. Comme dit Inex, dans mon cas là, c'est last in first out. Alors, c'est pas last in first out dans le cas plus sophistiqué où c'est une structure de données qui est triée. Justement, c'est la différence entre l'image de gauche et l'image de droite là. C'est en gros la différence, c'est comment on organise la pile, c'est-à-dire euh, dans la en d'autres mots, dans comment est-ce qu'on choisit. la solution simple, ma solution, c'est une vraie pile. OK? Donc D'accord. Ouais. tu vas vraiment revenir comme l'humain, tu vois? Comme l'humain qui va revenir sur ses pas Oui. pour aller explorer une autre solution,
et qui va explorer l'autre solution Ça dès qu'il fait y a une autre l'image de solution gauche, du à coup, là, à son... l'écran. Ça fait l'image de gauche. Donc, où les cases bleues sont les cases parcourues. Parce que j'ai plus ton écran. Ok. Ouais. Et alors, sa solution à lui, il n'a pas une pile, il a une liste de priorités. Et il ajoute dans la liste de priorités au prorata de la distance de la case par rapport à la sortie. Donc les cases qui sont plus proches de la sortie seront explorées plus rapidement que les cases qui sont loin de la sortie. Ah, Voilà, on a toujours le dernier élément de la pseudo-pile, du coup, qui est plus une pile parce qu'elle est plus last in, first out, qui est d'accord. ni first in, first out, elle est genre, C'est une liste de priorités. C'est un voilà, heap. au prorata de la qualité, on va dire, des solutions, des options qu'on a à explorer. On a un estimateur qui ici la distance carrée, qui dit en gros que à chaque enfin la prochaine case la prochaine case à explorer, c'est la dernière case, on va dire, de la structure de données, et cette case-là est celle qui, on va dire, est la plus prometteuse, la plus près de la solution actuellement. C'est une approche un peu naïve parce qu'il y a des cas où ça marcherait mal, hein. Il y a des labyrinthes qui mettent totalement en défaut ce genre d'approche, où je pourrais même avoir pire avec la solution de droite qu'avec la solution de gauche. Mais Mais ça, comme c'est les Linec qui labyrinthes... en parle. Ouais, ok, yes. Pas de problème. Bah, du coup, c'est plus ou moins tout pour moi. Non, c'est pas une distance de Manhattan. Ça marcherait moins bien avec une distance de Manhattan. C'est une distance euclidienne. Et il y a un intérêt à la prendre au carré et pas... Est-ce que, euh, vous avez compris pour la solution sur la base d'un parcours d'un parcours en profondeur? Le chat. Ben, si on avance, parce que je vois qu'il est déjà 56, il faut qu'on avance. Il nous reste Linec. Ok. Linec, est-ce que tu voudrais bien nous présenter ta solution? Ouais, on t'entend, t'es pas très fort. Donc, oui, alors ma solution, en fait, j'avais commencé avec un algorithme de recherche en profondeur. Et ce qu'il y a avec l'algorithme de recherche en profondeur, bon, c'est que lorsqu'on va explorer les voisins, en général, on va l'explorer toujours dans le même ordre. On va soit tourner toujours d'abord à gauche, toujours d'abord à droite. Je vais partager mon écran. Je ne sais même pas comment partager l'écran. Je peux choisir de... euh, paf. Là, vous voyez mon code normalement. Partage d'écran, ouais. Donc là, sur cette ligne-là, en fait, j'ai fait la liste des directions. Et en fait, quand je me suis vite rendu compte que si je changeais l'ordre dans ce truc-là, je trouvais pas du tout le même chemin. Et je trouvais des Linec, chemins plus ou moins longs, etc. on n'arrive pas à lire, c'est pixelisé. C'est en gros. Ouais, merci. Voilà, donc c'est juste une liste de tubes qui donne les 4 directions. Et quand je changeais l'ordre de ce machin-là, je trouvais des solutions très diverses. La meilleure solution que j'avais, en gros, c'était un longueur de 35 000 sur le gros labyrinthe. Et avec 5 secondes de calcul, je crois. Et après, je me suis dit, bah, plutôt que d'explorer les chemins toujours dans le même ordre, pourquoi ne pas donner une priorité? Donc j'ai fait un algorithme qui cherche la fin. Et, en fait, je vais juste, à chaque étape de la recherche en profondeur, je vais choisir, je vais explorer les voisins et je vais trier les voisins en fait en fonction de leur distance par rapport à la fin. Donc c'est une optimisation qui est assez naïve, parce que ça reste un algorithme de recherche en profondeur, mais ça a donné un meilleur résultat, parce que j'avais un chemin qui était à 28 000 de distance. Alors c'est pas une grosse différence, mais par contre au niveau du temps de calcul, j'ai plus qu'une demi-seconde. Je sais pas si j'ouvre une autre fenêtre, est-ce que vous voyez la fenêtre, ou est-ce qu'il faut que je change partage d'écran? Vous voyez une image là? Faut que je change? Alors comment on fait là-dedans? Changer de fenêtre, ah oui d'accord. Euh, dans cette image-là, je vais zoomer. On voit en rouge le chemin et en vert les parties qui ont été explorées.
on voit que globalement, je ne sais pas si vous voyez à cause du flou, mais globalement, on voit que ça suit bien une diagonale à peu près propre. Mais dès qu'on zoome, on voit qu'en fait, il y a des zigzags un petit peu dans tous les sens. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une optimisation assez naïve. En fait, comme c'est un algorithme de recherche en profondeur, quand la tête de pile se retrouve dans un tunnel, elle est obligée de suivre le tunnel, par exemple, contrairement à un algorithme de recherche en largeur. J'ai fait ça aussi. Alors là, j'ai fait c'est une partie de l'image que j'ai montrée juste avant, où on voit un espèce de zigzag, et on voit qu'en fait, il y a des parties qui ont été explorées, mais qui en fait sont des raccourcis que l'algorithme aurait pu prendre, mais qu'il n'a pas pris. Et donc, on peut se demander pourquoi. Et donc, j'ai fait une petite animation. Alors, je ne sais même pas si vous voyez là quand j'ai changé. J'ai l'impression que vous ne voyez pas ce qu'il faut. Là, il n'y a rien qui bouge. Qui bouge. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que comme j'ai fait un petit gif, je vais mettre le gif. Changer de fenêtre. Je vais faire ça. Là, vous voyez bouger? Ouais. Ouais. Donc, vous voyez qu'en fait, il y a un moment où alors ça va revenir au début. Normalement, je vais bien. Non, mon gif ne revient pas au début. C'est pas... C'est ça. Vous voyez bouger maintenant? Ouais. Ouais. Donc vous voyez qu'il explore, quoi. Et il y a un moment, en fait, il va retomber sur son propre chemin. Et plutôt que je te dis, tiens, ça, c'est un raccourci que je pourrais prendre, bah en fait, non, en fait, c'est comme si c'était une impasse. Et il continue comme ça. Oui. Donc voilà, donc c'était juste une amélioration un petit peu naïve de la recherche en profondeur. Et du coup, si je peux me permettre, ici, on voit bien la différence qu'il y avait entre Minot qui nous parlait d'utiliser une liste de priorités, et ici l'INEC qui s'est contenté d'une stack. L'INEC, comme il a C'est ça, utilisé une exactement. stack, enfin, il a vraiment utilisé, lui, il a vraiment utilisé l'humain qui, avec sa boussole, va toujours dans la direction. Il sait que la sortie est en sud-est, alors il va prendre sa boussole, il va toujours prendre le chemin qui est le plus en sud-est possible, tu vois. Il va explorer, 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 puis à un moment, il arrive dans un cul-de-sac. Il va revenir, il va prendre n'importe quel autre chemin, mais tout de suite, tu vois, il va pas remonter 5 kilomètres, parce qu'il se rappelle qu'il y a 5 kilomètres, il y avait un tournant à gauche et qu'il hésitait entre prendre un tournant à gauche et un tournant à droite. Non, non. Il revient le plus tôt possible et prend un autre chemin, mais le plus tôt possible. Ok. Et du coup, c'est ça c'est qu'on le voit faire des exactement petites ça, boucles ouais. sur lui-même. En fait, c'est parce que c'est un humain avec une boussole. Ok. Et il va toujours suivre le chemin le plus court. Enfin, pour lui, il va toujours suivre sa boussole. Là où la solution de Minot était très intéressante, c'est que Minot, à chaque fois qu'il avait plusieurs chemins possibles, il allait ajouter tous les chemins possibles dans sa liste, ok, dans sa liste de priorités. Et il allait mettre toutes les cases, il allait trier les cases par prochitude, par distance avec la sortie. Ce qui fait que lorsqu'il arrivait dans une impasse, au lieu de revenir sur ses pas, avec son algorithme, tout ce qu'il avait besoin de faire, c'était dire, OK, quelle est l'autre sortie la plus proche possible? Proximité, merci Gawa. Et du coup, c'est comme s'il se téléportait dans le labyrinthe, à l'autre endroit qui était le plus court possible. Et il allait continuer d'explorer à partir de là. Est-ce que vous avez compris la différence qu'il y avait entre la liste de priorités et la stack? C'est ça, c'est... Parenthèse, mais du coup, l'intérêt d'utiliser une stack comme a fait l'INEC et pas une liste avec ordre de priorité, c'est qu'on n'a pas à trier, à définir les prix. Enfin, on n'a pas même si on fait un tri à l'insertion, on n'a pas le surcoût du tri. Et du coup, la solution de l'INEC, il se trouve que dans le cadre de Python et la manière dont on l'a implémenté sur nos machines, mais bon, jusqu'à preuve du contraire, elle est plus performante que la mienne de moitié environ. Alors bon, on compare pas à machine égale ni rien, il faudrait regarder en En détail. termes Mais de structure de données, ajouter un élément dans une stack, c'est immédiat. Retirer un élément d'une stack, c'est immédiat. Donc toutes les opérations que l'INEC fait sur sa structure de données, c'est en temps immédiat. C'est avancer et reculer, comme un humain, ok?
C'est comme un humain, c'est avancer et reculer. Le problème de Minnow, c'est qu'à chaque fois que lui, il veut ajouter un élément dans sa stack, il doit l'ajouter de manière triée. Et ça, si on utilise une heap, qui est la structure de données adaptée à cette utilisation, on est en log n. Ok. Alors log n, c'est super rapide quand même, mais c'est pas immédiat. Et donc, si Voilà. en termes de structure de données, si on regarde que les structures de données de Linux sont plus optimisées, mais si on regarde les solutions de Triphase, je pense que Triphase trouve une solution plus courte, une meilleure solution que Linux. Bah, on peut regarder. Tu trouves combien et il fait combien ton chemin, Linec, avec la stack? Avec celui-là, il fait 28 000. 28 800. Ok, je vais lancer, je vais dire ça. Ok. Bah, du coup, pendant que eux deux, ils regardent un peu quelle est la meilleure solution, etc. Alors, je suis vraiment désolé pour vous, mais c'est moi qui vais reprendre, qui vais rediscuter. Je vais vous présenter ma solution. Alors, moi, je suis désolé, mais j'ai pas eu le temps de faire de belles animations comme eux, Lazare, ils ont fait. Ouais. je sais pas si on peut juste faire une petite pause de 5-10 minutes. Oui, bien sûr, on peut faire une pause de 5-10 minutes. On reprend à 21h15, ça va tout le monde? Ouais. Ainsi Ouais, quand très bien. on reprend, ils nous disent c'est quoi la meilleure les différentes distances qu'ils ont pour le très grand labyrinthe. Ouais, Et bah, on j'ai peut enchaîner ma avec réponse. les solutions ma solution à moi et la solution de Gawa. La solution de Gawa qui est aussi avec un observateur humain, c'est intéressant. Bon, on se téléporte partout, donc c'est marrant. De Gamma, pardon, Gamma, pas Gawa, Gamma. À tout à l'heure. On va reprendre notre bon ami Paint. Hein. Ok. Donc on se rappelle de ce que les deux autres ont raconté. Donc ils racontaient que des conneries. Hein. Donc on a un premier nœud, on a un deuxième nœud, troisième nœud, sixième, septième. Ok. Alors ça sont mes talents de. Ok. Voilà. La pyramide du Louvre. Et même parce que on a dit que chez nous c'était un graphe. Voilà. Ok. Alors, on va pas faire ça. Alors qu'est-ce que c'est le parcours en profondeur? Ok. Le parcours pardon, en largeur. Le parcours en largeur, c'est un parcours qui fait on va explorer chaque étage un à un. Ok. Donc voilà comment on va le parcourir. On va commencer par celui-ci. Ok. Donc on va parcourir le premier étage. On va parcourir l'étage complètement. Ok. Une fois que tout l'étage est fini, on va passer à l'étage suivant, celui-ci. Et on va parcourir tout l'étage. Ok. Une fois que l'étage est parcouru, on va descendre d'un étage et on va parcourir tout l'étage. Ok. Et ainsi, ça nous fait une belle structure en zigzag comme ça. Ok. Alors, ça c'est le parcours en largeur, c'est le parcours que je vais vous présenter. Et à titre de comparaison, ce que les autres vous ont présenté, c'était un parcours en profondeur, comme ceci. Voilà. Donc ici, ce que je vous montre, c'est un parcours en profondeur. Mais nous, nous, on va faire un parcours en largeur. Voilà. Très beau parcours en largeur. Alors, parcours en largeur, comme il l'a dit l'autre, mais t'as des graphes. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vais simuler qu'on a un graphe, hein, et ça, c'est juste pour lui clouer le bec parce que je suis vraiment très méchant. Donc, hop, j'ai pas pris la bonne taille. Ok, on va prendre celle-ci. Ok, maintenant, j'ai plus un arbre, j'ai un graphe parce qu'il y a des boucles. Ok, on va reprendre notre truc. Donc, parcours en largeur. Ok, ici. Et puis ici. Ok, donc c'est simple. Alors, donc en fait, ici, donc je m'intéresse en fait à toutes les arêtes de celui-là. Ok, donc j'ai fini d'explorer celui-ci et je regarde toutes ces arêtes. Ok, ça me donne 2 arêtes. Ok, alors ça veut dire que je dois explorer celle-ci, explorer celle-là. Ok, utiliser une autre couleur. Ok, je regarde toutes les arêtes. Ok, ça veut dire que je vais venir explorer celle-ci. Je vais venir explorer celle-ci. Je vais venir explorer celle-ci, elle est déjà explorée, tant mieux. Je vais venir explorer celle-ci, donc pardon. Je vais venir explorer celle-là. Ok, et au moment où on regarde celle-ci, bah, on va pas explorer une nouvelle fois ici parce qu'on l'avait déjà exploré. Ok, donc le chemin est ignoré. Explorer celle-là. On va explorer celle-là. Ok. À partir de ce moment-là, hop, les bleus, on oublie et on recommence à partir de celle-ci. Ok.
parcours en profondeur, mais cette fois-ci sur un graphe. Et à mon avis, c'est ce qui doit causer des problèmes de performance dans mon programme, parce qu'à mon avis, j'ai pas codé ça. Et donc ce serait donc pour ça qu'il prend autant de temps à tourner. Ok. Alors, si on prend mon code, poum, poum, poum. Ouh là là, c'est pas beau. Voilà, comme ça c'est beau. Est-ce que vous voyez mon code? Oui. Oui, oui. Alors, C'est juste en fond blanc, mais ça, je peux peut-être le changer si vous en avez vraiment besoin, mais sinon, on va rester ça comme ça. Ok? Donc, le parcours en largeur en anglais s'appelle breadth. Alors, je le prononce sûrement très mal. Hein. C'est le pain TH search, c'est comme ça que je retiens comment l'écrire. Pain TH, exploration en largeur. Ok? Alors, on a dit qu'on avait des nœuds. Ok? Alors, voilà, un nœud chez moi, c'est ça, ça s'appelle tree node. Alors, ça a un parent et ça a une valeur. Ok? La valeur, c'est la position en position en XY sur la grille. Ok? Et le parent, c'est le nœud parent. Ok? C'est le chemin qui me mène vers au-dessus. Ok? Faut comprendre de quoi tu parlais. Ok? Je commence avec mon étage tout en haut. Ok? Mon étage tout en haut, bah, c'est un simple nœud qui, c'est un nœud un peu particulier, il n'a pas de parent. Ok? Et il est à la position de départ. Ok? Et ici, on boucle. Ok? Donc, tant qu'on a un étage, on regarde, donc on crée un étage suivant. Ok? On prend tous les nœuds qu'on a dans cet étage-ci. On récupère, donc depuis value, on récupère la position en x en y. Ok? On regarde si on est à la sortie. Alors, atexit, c'est une petite fonction qui est ici, qui regarde simplement si on est effectivement arrivé ici, si on est arrivé sur le caractère ici. Ok? Voilà, d'accord? Et alors, si on est arrivé là, on renvoie la solution, ok? Et sinon, on regarde pour toutes les solutions, toutes les directions qui sont disponibles autour de nous. Ok, alors, les directions qui sont disponibles autour de nous, bah, c'est comme les deux autres qui vous ont montré, donc c'est -1, +1 dans tous les points cardinaux. Ok? Et si cette direction est disponible, donc si cette direction c'est un path, ok? Donc c'est pas un caillou, c'est pas un mur, eh bien on va rajouter donc un caillou pour dire, ben voilà, je me déplace dans cette direction-là. Et alors moi j'ai une petite optimisation qui fait qu'on va toujours avancer de cases, parce que alors je sais pas si vous le remarquez, mais en fait tous les murs, en fait tous les murs sont toujours sur la même longueur. Si vous regardez cette ligne ici, vous voyez que tous les murs ont des coordonnées impaires. Et donc en fait quand je me déplace, moi je me déplace toujours de 2 cases en avant. C'est une petite optimisation que j'ai dans mon programme. Je me déplace donc de une case, je mets un petit caillou dessus. Je me déplace de 2 cases ici, donc c'est la direction x2. Ok, je mets un petit caillou. Alors petit caillou, c'est people en anglais, hein, si vous savez. J'ai appris ce mot de vocabulaire vendredi quand j'ai programmé ça. Et alors je rajoute à mon étage. Alors ici c'est un petit peu chaud. Donc je rajoute une trinode. La trinode donc qui est en valeur la valeur finale. Et alors le parent de la trinode dans laquelle je finis, c'est la trinode intermédiaire, celle que j'ai créée. Et la trinode intermédiaire, son parent c'est moi. Une fois que j'ai fini d'explorer toutes les cases, donc toutes les cases, je dis ben voilà, mon étage, c'est l'étage suivant. Je change d'étage, ok? Donc ça, si vous vous rappelez ici, c'était changer, c'était passer donc c'était les oranges qui étaient ici deviennent rouges, ok? Et on recommence la recherche à partir d'elle-même. Et ici, je viens de me rendre compte pourquoi mon programme est si lent que ça, c'est que je dois garder en mémoire quelles sont les cases que j'ai déjà visitées pour pas les revisiter. Et ça, je l'ai pas fait. Et donc, c'est très lent. Et donc, comment ça fonctionne? Ça veut dire que ici, ok, donc j'ai mis toute une série de plus pendant la pause. Alors, j'ai pas eu le temps de le mettre partout. Ici, je vais pouvoir vous montrer. Donc ici, j'ai deux solutions, ok. Donc, ça veut dire que je vais envoyer 2 explorateurs, ok. Je vais avoir 2 étages. Je vais avoir un premier étage où on explore de ce côté-ci et avoir un étage où on explore de ce côté-là, ok. Alors, au tour suivant, donc j'ai dit qu'on avançait toujours de 2 cases, donc voilà. On avance toujours de 2 cases, ok. Et donc maintenant ici, quand je suis à l'étage suivant,
en profondeur 1, j'ai 2 cases à explorer. Alors, j'ai exploré celle-ci, elle a qu'un seul endroit où aller, donc c'est facile. Et pareil, celle-ci, elle a qu'un seul endroit où aller, donc c'est facile. Ok. Alors, j'arrive en étage numéro 3, et là, je vais commencer par explorer, du coup, continuer à avancer ici, et puis avancer ici, et en même temps, avancer ici. Ok, oups, j'ai mis un point. D'accord. Alors ici, on voit qu'on est arrivé dans un cul-de-sac, donc allez au tour numéro 3, donc j'avance ici. Donc voilà, je suis avancé. Alors ici, il n'y a pas de direction disponible, du coup, on arrête d'explorer. Et de ce côté-ci, on avance de nouveau. Alors au tour numéro 3, on avance du coup celle-ci qui peut avancer de ce côté-là, on avance ici qui peut avancer de ce côté-là, et on avance ici qui peut avancer de ce côté-là. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ok. Et donc en fait, et donc là, si on s'amuse à reparcourir, si on s'amuse à continuer le graphe partout, du fait que c'est comme si vous aviez une infinie d'êtres humains qui étaient là, ok. Tous les humains marchent à la même vitesse, et à chaque fois qu'il y a une intersection, les humains se séparent en autant de groupes qu'il y a de chemins. Ok. Donc ici, il y a 2 groupes. Il y a un groupe qui va descendre en bas. On va dire s'il y avait 10 000 personnes, il y a 50 000 personnes qui vont en bas. Il y a 50 000 personnes qui vont à droite. Ok. Alors ici, on arrive à cet endroit-ci, donc ils sont encore 50 000. Et il y en a 25 000 qui vont aller à droite. Ok. Et puis il y en a 25 000 qui vont descendre. Alors, les 25 000 qui sont ici, ils arrivent dans un cul-de-sac et ils restent coincés là, on s'en fout, ils sont morts. Ils sont morts, ils sont dans un cul-de-sac. C'est bien connu, ceux qui arrivent dans un cul-de-sac, ils meurent. Alors, ceux qui arrivent ici, bah, c'était 25 000, et donc on les divise en deux, et donc ils sont 250 000. Ils vont descendre, donc 250 000 qui vont descendre, 250 000 qui vont aller à droite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à la fin, en fait, on va voir un groupe qui va arriver à la toute fin. Et alors, parce que ici, en fait, on a plein de personnes qui avancent en même temps, on a la garantie que le premier groupe qui trouve le chemin, du fait que tous les groupes avancent à la même vitesse et explorent le labyrinthe en même temps, on a la garantie que le premier groupe qui arrive à la sortie sera le groupe qui aura parcouru le chemin le plus court pour arriver à la sortie, du fait qu'ils avancent tous en même temps. Et donc, c'est une solution qui donne le chemin le plus court. Le gros problème, c'est que vous allez le voir ici. Ici, on sait que c'est un cul-de-sac, et pourtant, inexorablement, en fait, on va continuer à l'explorer. On va continuer à l'explorer. Et donc, en fait, si on regarde ce que l'INEC et moi, enfin, si vous regardez la différence qu'il y a entre les solutions de Minot, de l'INEC et la mienne, vous allez voir que moi, j'ai un graphe qui a été exploré énormément. Donc j'ai des humains partout dans le labyrinthe, là où eux, ils ont qu'un humain qui arrive à la sortie. Alors l'humain est peut-être arrivé à la sortie un peu plus tard que moi, mais eux au moins ils n'ont pas des humains perdus partout dans le labyrinthe. Ce que je veux dire par humain, c'est que comme vous le voyez, ici, à ce niveau-ci, au niveau du stage et de next stage, à chaque fois que j'ai des chemins possibles, je suis obligé d'ajouter des nœuds dans ces états-là. Et donc ça fait que j'ai une liste qui va grossir et grossir et grossir et grossir en fonction que j'avance dans mon arbre. Parce que j'ai de plus en plus, statistiquement, je vais avoir énormément de possibilités de chemin à explorer. Et sur le 50 000 par 50 000, ça fait que ça prend 1 minute pour se résoudre. Ma solution qui trouve le plus court chemin trouve une solution en 1 minute, alors que les solutions de l'INEC et Minot trouvent une solution en moins d'1 seconde. Ça, c'est le prix à payer pour trouver le chemin le plus court. Est-ce que vous avez des questions? Juste une question. Ton stack, il contient tous les chemins que tu as parcourus? Pas tous les chemins que j'ai. Non, j'ai pas de stack. D'accord, j'ai mal compris. Ta J'ai liste, ta j'ai un liste est... étage. Ok, J'ai un étage, ok? Alors, là où les autres, ils avaient. Alors, pour corriger ton truc. Là où les autres, en fait, ils implémentent leur solution, ils ont une stack, ok? Donc, ils vont avoir ceci, puis ils vont avoir ça, ok? C'est comme, en fait, s'ils avaient une stack comme ça, tu vois, où ils avaient mis les 2 éléments, ok? Et puis, ils vont rajouter un troisième, ok? Et donc, en fait, ils ont leur stack et elle va continuer comme ça, ok? Au moment où tu dis ah merde, je suis arrivé dans un cul-de-sac, en fait, tu dépiles un élément, tu reprends ta stack et tu continues plus bas, tu vois, ok? Et donc, tu as vu, tu as juste eu à retirer un élément, tu remontes et puis tu en as rajouté un autre, ok? Donc ça, tu peux utiliser une stack pour faire ça. Moi, c'est pas une stack. Il y a pas de stack en fait, tu vois, parce que je vais à celui-ci, puis je vais à celui-là,
Et puis en fait, si en utilisant une stack, je devais me diriger vers celui-ci, ben, en fait, ce que je devrais faire, je sais pas ce que je fais pour mon mémoire, je devrais remonter et redescendre, tu vois. Alors ici, ça pose pas trop de problème, on est juste à un étage. Tu comprends que pour aller de là-bas à là-bas, ça pose un peu plus problème, quoi. Parce que ça veut dire qu'on doit remonter de 2 étages pour redescendre à un endroit plus bas. Ça, c'est pas possible. Ça demanderait trop de temps, ça demanderait trop de mémoire. Du coup, on ne fait pas ça. Ouais, Du d'accord, coup, c'est d'accord. ça que j'ai une structure en plus où en fait j'ai une liste et c'est pas une stack. Et c'est juste une liste où j'ajoute des éléments où il y a le dernier niveau. Ok. Ok. Et donc Mais du ça, coup, donc comme on se rappelle, donc on avait la partie rouge, ce que j'explore actuellement. Et puis j'avais la orange où en fait j'ai les différents trucs auxquels j'ajoute les éléments petit à petit. Ok. mais du coup, en soi, ton programme est pas beaucoup moins performant que celui des autres parce que ça prend pas tellement plus de mémoire, si? Si. Ah, ok, my bad. Parce que tu vois, regarde ici. Donc, comme je te disais, ici, je dois donc quand on est à cet étage-ci, ok, quand on est au niveau 1. Ici, donc c'est niveau 0, niveau 1, niveau 2. Ok. Pendant que j'explore le niveau 1, je rajoute dans la liste de l'étage numéro 2 tous les futurs nœuds. Ok. Ici, on peut voir que j'ai déjà deux éléments dans une liste et j'en ai 4 dans une suivante. Ok. Ce qui fait que là, j'ai besoin d'avoir 6 éléments en mémoire. Au pire, j'ai 6 éléments en mémoire. On est d'accord? Oui, 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 bien sûr. Ok. Je rajoute un étage ici. Ok. On va dire que on dit qu'ils ont tous, de nouveau, ils ont tous 2 enfants. Ok. Et puis je dis que eux-mêmes, ils ont de nouveau tous 2 enfants. Alors on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok. Ici, quand j'arrive ici tout en bas, j'ai 18 éléments en mémoire. Ok. Pour avoir l'étage en dessous, j'ai 18 éléments en mémoire. Si de nouveau, chacun a 2 éléments, j'ai 36 éléments en mémoire. Ok. Non, mais c'est 36, retiens ce faramineux, nombre. oui, C'est faramineux. Tandis que ils ont, ils ont le logarithme 2 de ça. Ils ont un élément, 2 éléments, 3 éléments, 4 éléments, 5 éléments. Moi, là où j'en avais ouais. 36, eux, ils en ont 5. Mais du coup, arrête, peut-être que je me trompe, mais du coup, le programme, on pourrait, pour que ça soit plus performant, on pourrait mixer les deux, ce qui veut dire pour un arbre plus petit, pour le début quand on n'en a pas besoin, on pourrait détecter quand on en a Ça besoin va, ou Hugo? pas. On pourrait Ça utiliser va ta très bien. technique pour que Alors ça dis-moi, soit tu as... plus rapide. Et ensuite, selon la taille du labyrinthe, si le labyrinthe est plus grand, plutôt utiliser le leurre pour pas bouffer trop de mémoire. Ouais, et alors là, en fait, tu mélanges tu mélanges les 2 techniques. Et donc, en fait, là, Ça on arrive marcherait à... ou pas? Ça va très je suis pas sûr que ça marcherait. Oui. Si, parce que je crois que ça a été évoqué plus haut dans le chat. On peut faire des mélanges style avec du A-star plus Dijkstra ou des trucs comme ça, où on change en fait d'algorithme suivant les structures où on est. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est un peu, c'est pas évident, hein. Il faut paramétrer. Enfin, Mais c'est bon, très là, on compliqué. dépasse un peu mon domaine de compétences, mais c'est pas, c'est pas si clair. Mais on peut avoir du gain dans certains cas avec ces machins-là, ouais. En Déjà, mélangeant juste les. selon la taille du labyrinthe, quoi, parce que sur un labyrinthe petit, le fait de perdre un peu si le labyrinthe est petit, c'est pas très grave si on bouffe un peu de mémoire, parce que ça Mais je fera pas. comprends pas parce que la solution de Lazare, non seulement elle prend plus de mémoire, mais elle est aussi plus lente parce qu'il va tout parcourir. Ouais. En fait, je parcours beaucoup Oui, en plus. plus, ouais. Donc, en fait, Ça intéresse? c'est pas juste que j'utilise plus de mémoire pour le fun d'utiliser plus de mémoire, tu vois. C'est que j'utilise Oui, oui. plus de mémoire parce que cette mémoire, je l'utilise en fait. J'ai besoin de parcourir plus de trucs. Et donc là où eux, ils ont des solutions, leur version naïve, tu vois, celle qui n'essaye pas de s'approcher tu vois, qui n'utilise pas une boussole, tu vois. Celle où tu lâches un humain avec un immense sac de cailloux et que tu dis juste à l'humain, à chaque fois que tu avances, tu mets un caillou derrière toi. Et à part quand tu es bloqué dans un cul-de-sac, tu reviens jamais sur tes cailloux. Ok, le petit pousset.
Mais c'est pour ça que Heu, j'aimais bien ta solution eux, par rapport. ça utilise pas beaucoup de mémoire et c'est rapide. Du coup, tu vois, bah, c'est très simple à coder. Tu vas en arrière, tu repars et cetera. Moi, j'ai besoin de beaucoup plus de mémoire et tu vois, là où, ma technique, tu pourrais la multithreader. Pourquoi pas? Ouais, voilà. Tu vois, à chaque fois, comme tu aurais vraiment des humains qui effectivement avanceraient, tous, en parallèle dans le labyrinthe, ça va être la solution idéale avec plein d'humains, mais tu as besoin d'avoir, 50 millions d'humains au départ et à chaque fois les diviser en 2. Donc moi, tu peux multithreader et on peut les avancer en même temps, il y a pas trop de problème. Eux, tu pourrais aussi les multithreader, mais ils ont pas la garantie de trouver une solution, quand j'y pense. Mais moi, j'ai besoin de beaucoup plus de mémoire et aussi j'ai besoin de beaucoup plus de parcours, tu vois? Parce que si les humains, dans la vie réelle, ils avancent en même temps, un programme, bah, il est obligé tu vois, c'est un seul humain qui va se téléporter partout dans le labyrinthe. Alors se téléporter, c'est rapide, mais avancer après, ça coûte, tu vois? Si je peux prendre, cette image-là. Et donc c'est Ouais. qu'un seul humain qui marche, en fait. Et donc le temps de parcours, même si à la fin on trouve la meilleure solution, le temps de parcours est beaucoup plus long, beaucoup plus long. Et donc, Faut vraiment ce qui est imaginer que dans le cas d'un algo comme celui de Lazare, si t'imagines tu visualises ton labyrinthe, là, l'image de 5000 par 5000, t'as quasiment toutes les cases vides à la fin qui ont été parcourues. Alors que quand tu regardes les algos, d'accord. Voilà, ouais. J'aurais pu mettre des murs, Ça, mais ouais. alors du coup, en fait, ce qui est marrant, c'est que, du coup, après, je pour afficher la solution, Oui. tout ce que j'ai à faire, c'est reset et en fait, la fonction reset, c'est je prends tous les cailloux et je mets, un chemin et après je prends la solution et Oui, oui, sur la solution, je remets des cailloux, quoi. je vois. C'est ça. Est-ce qu'on peut passer à la suite? Alors, ici, il me troll dans le truc avec, await et truc. Alors, sachez que au lieu d'avoir une truc comme ça, vous venez caler un alors vous venez ici, au lieu de faire stage.append, vous faites, asyncio.createTask, OK? La task, c'est, await breadth search, algorithm avec du coup, vous mettez start post et du coup, là, vous avez un algorithme en asynchrone et vous profitez de la boucle événementielle pour avoir, en fait, la while stage is not none et voilà, vous avez votre solution en asynchrone. Très simple à mettre en asynchrone et ça sert à rien. Si je peux complexifier le truc. Passons à la suite. Gamma, est-ce que tu veux bien prendre la parole pour, venir présenter ta solution? Mmh. Cool. Alors du coup, moi, Alors lui, c'est le plus malin de nous tous, hein. Lui, sauf que il s'est pas fait chier. C'est ça que je veux dire par là, le plus malin de voilà, nous je me tous. suis fait pas fait chier, mais toi tu te plains de lenteur de ton algorithme qui résout le labyrinthe en 1 minute. Moi, je le résous en un temps encore indéterminé. Parce que, moi, je vais faire je sais pas si certains d'entre vous le connaissent, mais par exemple, quand nous, humains, êtres faibles que l'on est, on se balade dans un labyrinthe, pour en sortir, soit on va au hasard, soit on pose des cailloux, soit si on n'a pas de cailloux, ben, on pose sa main gauche sur un mur et on avance. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon algorithme. Du coup, je peux peut-être, partager mon écran, Ouais, heu, je vais partager ton écran et moi, je vais venir mettre ton algorithme devant les yeux ébahis de tout le monde. alors Voilà. parce que, mon algorithme de coller sa main à gauche, en l'occurrence, moi, c'est à gauche, mais ça pourrait très bien être à droite, hein, il marche seulement si le labyrinthe suit quelques règles. C'est que, enfin, c'est surtout notre point de départ qui va influer sur la réussite ou non de l'algorithme. C'est si, notre point de départ se situe sur un îlot, par exemple, si je prends en couleur rouge là, ici c'est un îlot. C'est, un mur qui n'est pas connecté au mur du labyrinthe, parce que le mur du labyrinthe, c'est celui qui, «contourne» entre guillemets tout le labyrinthe. Un îlot, c'est, les murs à l'intérieur qui sont pas reliés directement comme ici, comme là, à ce mur-là. Si on démarre ici, par exemple, on va tout le temps essayer de ou plutôt là et qu'on regarde vers le haut, on va tout le temps essayer de tourner à gauche, mais vu qu'on a un mur qui forme une boucle et ben, on va boucler jusqu'à ce qu'on «meure» entre guillemets.
Donc c'est la seule règle qui pourrait faire que l'algo ne marche pas. Par contre, si on est dans le coin, par exemple ici, on va juste suivre le mur jusqu'à ce qu'à un moment, il y ait plus de mur et quand il y a plus de mur, et ben, c'est qu'on est dehors. Je peux vous montrer, heu la démonstration normalement qui marche comme ça. Alors c'est un peu lent, je vais juste, heu, l'accélérer un peu. Là. Changer du code en temps réel, C'est juste voilà, j'accélère. Oh là, c'est un peu vite. Mais en fait, ce que j'essaye, c'est juste de tourner à gauche tout le temps et si je peux pas, j'avance. Si je peux pas avancer non plus, je vais à droite et si je peux toujours pas aller à droite, je recule et on se retrouve avec, mon résultat qui est nul, hein, c'est pas du tout optimisé. Voilà, on va n'importe où. Par contre, je suis certain de sortir à un moment. Donc voilà, c'est comme ça que je l'ai implémenté, je trouvais ça assez marrant à faire. Alors, et alors montre-nous, vas-y Florent, pardon. juste, t'es sûr de sortir tant que tu commences à côté d'un mur extérieur et que ta sortie est extérieure. C'est ça. Enfin, si on Ouais. dit si on peut aussi dire que la sortie est là, par exemple, mais alors, il faut spécifier les coordonnées de la sortie. Enfin, parce que, En fait, comme heu il le disait au début, il faut que la sortie soit attachée à un mur qui est connecté à un mur au mur que tu regardes au départ. Le mur que si tu arrives en suivant uniquement le mur, en mettant ta main gauche, OK, donc le mur de départ, là où il a fait la flèche. Si tu arrives à trouver un mur qui amène à la sortie, tu peux sortir. Mais il faut un mur qui amène à la sortie. Et et étant don nous, dans notre énoncé, on a dit: «Vous commencez en 1-1», donc on commence dans un coin au début et la sortie est dans le coin opposé. Donc il a la garantie que c'est respecté. et Parce étant donné qu'on que s avait tout était entouré pardon. par un mur. Étant donné que souvent les vrais labyrinthes, c'est une entrée, et une sortie, c'est pour ça que c'est comme ça qu'on fait dans la vraie vie, c'est que l'entrée, on est sûr que le mur à notre gauche ou à notre droite soit un mur connecté à celui de la sortie. Ça peut pas être un îlot, sauf si on entre au milieu du labyrinthe, mais ça serait assez tordu. On a la garantie que ce mur-là, cette case, ce mur est connecté à celle-là et donc on peut en sortir en la suivant. Si vous voulez, je peux mute Gawar, hein. Mais non. Donc voilà, franchement, pas grand-chose à dire, mais Moi, moi, ça ça m'intéresserait que tu montres que tu montres un petit peu ton code, un bout de ton code. Parce qu'en fait, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que du coup, lui, il a vraiment la notion d'une direction et de l'observateur. Donc lui, c'est vraiment un humain. Et voilà, donc on a donc ici, vous voyez son gros dictionnaire, donc de la ligne 40 à la ligne, s'il te plaît, laisse-moi ma ligne enfin 40. enfin, De voilà. la ligne 40 à la ligne 68. Oui, donc il a un dictionnaire dans lequel il y a un dictionnaire. Et en fait, c'est ça. C'est vraiment, à chaque fois l'observateur, donc ici, ouest. Donc l'observateur regarde vers l'ouest, pardon, regarde vers l'ouest. Et voilà, s'il veut aller au sud, à En fait, l'est, à l'ouest, c'est ça. Ça m'avait, en fait, je me pose des questions dessus. Parce c'est que pour ça. moi, sud, c'est. Voilà, sud, c'est en bas, mais en fait, par rapport où on regarde, sud, c'est pas au même endroit. Si on regarde, si je reprends mon dessin, hop, je vais essayer de garder ça. Merde, on va essayer de pas perdre tout. Ici, là, mon observateur, il regarde vers, le nord, north. Mmh. Si on regarde vers le nord, alors notre première ligne, ça va être notre gauche et par rapport au nord, En fait, gauche, c'est c'est ça, ouest. donc OK. Donc en fait, c'est pas west, nord, east, south que tu Voilà. aurais dû les appeler. Pourquoi C'était, right, left, c'est ça. forward and Sauf backward, sauf en que fait. pourquoi je les ai appelés, comme ça? C'est parce que, le sud,
les coordonnées du sud, c'est tout le temps les mêmes et en fait, moi, ce qui se passe dans mon algorithme, c'est que je dis, voilà, je suis là, je regarde vers le nord, je veux aller à gauche, donc je regarde à gauche, est-ce que je peux y aller? Et si je peux y aller, enfin, je regarde ici, dans cet ordre de priorité et je vais à la première case où je peux aller. Donc là, en l'occurrence, c'est à C'est un gauche. dictionnaire qui est trié, c'est ça? Heu, c'est L'ordre dans le dictionnaire a de l'importance. voilà, cet Vrai. ordre-là a de l'importance parce que c'est toujours gauche, c'est toujours à notre gauche, devant nous, à notre droite, derrière nous, par rapport à notre direction de regard et en fait, une fois que j'aurai déterminé où aller, là, par exemple, si je regarde vers le haut, je vais aller à gauche et ben notre direction va devenir ouest et ainsi, à la prochaine itération, on sera dans ce dictionnaire-là Et et c'est tu pour dû ça que j utiliser un tu pas en fait, tu pas à mon avis, honnêtement, tu pas dû, utiliser un dictionnaire, mais plutôt utiliser une autre structure de données. Je vais te la taper. Parce qu'en fait, à cette manière-là, c'est confusing. Est-ce que tu veux ah bien OK, me copier, 4 les 4 lignes? hop, Ouais, ça, exactement. Tu sais me les mettre dans la discussion? Moi, si je les récupère et je peux oh là. Ah! t'inquiète, c'est pas grave, c'est pas grave, enter, c'est bon. Attends, Merci. Je te laisse continuer, hein, t'inquiète, c'était ah mais c'est à peu près tout, hein. Juste je vais à gauche tout le temps. Il y a pas grand chose d'autre à dire, je lancer mon algo derrière. tu sais me remontrer, genre le nord, c'est lequel en premier? Ouest, merci. Juste une question, Gamma, du coup, ça donne quoi sur le gros labyrinthe? Sur le gros, ça met trop de temps. C'est pour ça que je disais, au début que Oui. c'était dans ce cas-là, c'était pas utilisable parce que ça met beaucoup trop de temps comparé à d'autres algorithmes et j'ai aucune idée du temps que ça met. Ça met au moins plus de 3 heures parce que je l'ai laissé tourner 3 heures et à mon avis, il était pas prêt, heu, de trouver la sortie. Mais Donc du coup, visuellement, tu as quand même le rendu, du coup? je l'ai pas fait sur le gros algorithme parce que, je vais pas vous mentir, ma visualisation, c'est du hard coded parce que j'avais pas le temps d enfin, Laser m'a demandé d'en faire une et j'ai cru que c'était enfin, bref, j'ai fait une En fait, il pensait visualisation que hard c'était coded je lui ai demandé à 19 h hier et il pensait que c'était, que live pour était à 20 heures. 20 h hier. Voilà, Donc, il a D'accord. tracé, quoi. voilà, donc Parce que mais ça aurait été oui, marrant de voir la visu sur un énorme labyrinthe, ça aurait été marrant. oui, c'est ce que me demandait Laser en début de live. Je pense que je verrai si je peux faire ça aussi. Voilà, en fait, OK. comme que ce que je t'ai mis dans le truc qui m'aurait en fait, avoir les 2 les avoir séparés. Heu, De faire une indirection en plus, en fait. ah oui, OK, Parce qu'en fait, là, j'ai pas compris que l'ordre avait de l'importance dans le dictionnaire. d'accord. Non, il y a aucune mémorisation. En fait, la seule chose que notre, agent enfin, que nous, on sait en tant que bonhomme qui nous où on se déplace, c'est les 4 cases autour de nous. On n'a aucune idée d'où on vient, on n'a aucune idée d'où on va. On sait juste les 4 cases qui sont autour de nous et avec ça, on essaie de trouver la sortie. Et Alors, donc sa solution est convaincue de converger vers une solution, donc de terminer. Si tu connais pas le mur extérieur, tu es coincé. Oui et non, bien sûr. Alors le truc, c'est que sa solution, elle est correcte, parce qu'en fait, si on reprend cette idée de qu'il y a des boucles dans le labyrinthe qu'on avait, et bien, en fait, une boucle dans le labyrinthe, ça veut dire qu'il y a un mur qui n'est pas connecté à la sortie, OK?
Et donc lui, il a la garantie de pas boucler à l'infini, parce que pour boucler à l'infini, il aurait besoin de maintenir sa main sur ce mur à l'intérieur, alors que lui, il met sa main sur le mur extérieur d'entrée de jeu. Donc il a la garantie de terminer sur une solution. Il va pas boucler. C'est peut-être malin, mais question optimisation, on peut faire mieux, hein. Après, on parlait pas d'optimisation, hein. On voulait avoir des algos différents, tu as proposé un algo différent du reste. Ben voilà, merci merci à vous 4 du coup pour vos. Alors Switch, je pense que tu as. J'ai vu, Ouais. j'ai vu rapidement, mais en tout dernier, oui, voilà, Switch t'a fait une proposition. Et gars, vous avez fait aussi une proposition. Put, il est pas là. Non. Vous avez des solutions qui sont différentes des solutions qu'on vous a proposées pour le moment. Est-ce que vous aimeriez les présenter? Je peux présenter la mienne, même si elle est relativement proche de celle de l'INEC. C'est juste que la structure de données est différente. Alors, Pas exactement ça. donc du coup, contrairement à ce qui a été fait par les autres, j'ai pas fait de parsing préalable du labyrinthe. J'ai ma grille de labyrinthe, donc un tableau en 2 dimensions. Et à partir du point de départ, je check systématiquement sur chaque case. Alors une amélioration, c'est de checker chaque intersection, mais pour plus de simplicité, on va faire sur chaque case. On check les 4 voisins, parce qu'on peut pas se déplacer en diagonale, du coup on check les 4 voisins. On vérifie sur lesquels on peut marcher, donc tous sauf les murs et là où on a marché. Donc là, par exemple, en commençant là où il y a le point. Je sais pas si on voit ma souris. Donc là où on a le point, donc typiquement on peut aller que à droite. Donc on va se placer à droite et donc récursivement. Donc une fois qu'on est à droite, on marque le chemin initial comme parcouru pour pas revenir en arrière et le prendre comme un chemin où on pourrait aller. Et donc on descend d'un étage et donc en fait on va construire un arbre comme ça jusqu'à la sortie. Et donc progressivement, donc là pareil, on peut aller que à droite, etc. Et vu que c'est récursif, quand on va arriver sur une intersection, donc on a un peu la même logique que l'INEC, on va suivre une direction en premier. Donc moi j'ai pas fait ce qui était le plus optimal pour résoudre le grand labyrinthe, ce qui signifie aller à droite puis en bas. J'ai fait au bas, gauche, droite, il me semble. Donc là, par exemple, on va aller en bas récursivement. On va marquer les terrains qui sont parcourus. Et dès qu'on arrive dans un cul-de-sac, donc dans un arbre, ça se traduit par un chemin où on peut plus avancer. Il y a plus de nœuds filles. Donc on est sur une feuille de l'arbre. On va remonter récursivement là où il reste des chemins qui peuvent être parcourus. Et donc ça va se traduire par ici cette case-là. Donc on repart de là, puis on continue et ainsi de suite, récursivement. Et donc on va continuer le chemin. Là, je vais pas tout faire, mais vous avez compris la logique. Et donc une fois qu'on arrive sur la case de fin, l'algorithme s'arrête et on remonte l'arbre pour trouver la solution. Alors, moi, j'aurais une question par rapport à ça. Du coup, on est d'accord que cet algorithme ne permet pas de trouver le chemin le plus court, Non, techniquement. pas forcément. Juste comment... Tac, tac, tac. Ok, d'accord. Donc, ok, d'accord, ok. Ça ressemble un peu à une technique que je connais, qui consiste simplement à partir plutôt de la fin, de la sortie, et à numéroter les cases en partant de 1 jusqu'à arriver au point de départ. Et après, pour remonter le chemin, on a juste à suivre les numérotations qu'on a fait et en prenant toujours le nombre le plus petit à chaque intersection. Mais du coup, Oui, là, voilà, c'est un peu ça. Là, du coup, c'est la même chose que c'est dans un arbre, on remonte juste l'arbre de la feuille jusqu'à la racine. Ok. Voilà. Une question pour toi, Nice Guy. De Nice Guy pour toi, et Switch. Comment est-ce que tu fais quand tu tombes dans un cul-de-sac?
Alors justement, je l'ai expliqué, je vais juste repartager vite fait. Quand on arrive sur un cul-de-sac, donc je vais le mettre en violet. Donc si on repart depuis le début, on est passé par la première intersection. Donc admettons qu'on parte en bas, on va parcourir ici. Et donc on arrive sur un cul-de-sac. Donc vu que l'algorithme est récursif, on va faire donc on va quitter une fois arrivé sur le cul-de-sac, et puis ça va remonter à la case précédente. Est-ce qu'il reste des cases dans lesquelles on peut parcourir, vu qu'on les a marquées? Donc non, etc. Ça va remonter, donc jusqu'à la case rouge. Et puis là, il va y avoir une case qu'on peut parcourir, qui est celle-là. Et donc ça va continuer comme Pour ça être précis, c'est jusqu'à la pas fin. le fait que ça soit récursif qui permet ça, c'est le fait qu'on marque chaque case à chaque fois qu'on passe dessus. Oui, c'est les deux, c'est les deux. Ok. C'est le petit galet. Tu mets un petit galet et tu remarques jamais sur tes petits galets, sauf quand t'as pas le choix. Merci, Heather. Et Garim, donc tu voulais aussi. Est-ce que. En fait, le truc, c'est que voilà, ça fait déjà 2 heures. Du coup, je suis désolé. Mais je sais pas s'il y a des. Je pense que tu l'as fait en C. Hein. Je me trompe pas, tu l'as fait en C. Ouais, Hugo. Salut, ouais. Bonjour à tout le monde, vous m'entendez déjà? Ouais, on t'entend. Ok, super. Ouais, Euh, C++. Bon, je vois pas de correcteur C++ pour le moment. ouais, et Donc, sachant que le C++, j'ai juste trois semaines là dedans. Hop, Ah, je vais ok. juste, Ah oui, c'est GB normalement pour C++, mais là, je veux pas. je sais pas si on m'entend. Oui. Ok, super. Ok, super. Je découvre aussi un peu Discord là pour le partage d'écran. Je sais pas si ça va marcher. Vous voyez l'écran là? Yes. Ok, oh, bah, super. Hop. Du coup, j'ai perdu mes écrans. Ok. Du coup, moi, c'est la méthode, je vais retourner sur le code, la méthode du petit poussé, donc ce que disait Lazor tout à l'heure. Moi, je me suis placé du point de vue de l'être humain. Donc, on avance, on met notre caillou. Seule différence, c'est que du coup, le pouvoir de téléportation quand même. Et Alors, au niveau... Oui, on a un écran noir. En fait, on voit que Discord. C'est Discord que tu es en train de partager pour le moment. C'est Discord qu'on voit pour le moment. d'accord, ok. Du coup, C'est ça dans, marche c'est dans les comment? partages d'écran. Moi, ici. Alors, fais changer de fenêtre. Ok, Et alors là, tu vas demander de non pas faire une application, mais montrer un écran. Voilà. ok, celui-ci. Ouais. Passer en direct. Ok, super. Et donc maintenant, quand tu vas changer Ouais. de fenêtre, voilà, c'est bon, on voit les autres. Ok, bah, parfait. Donc, je disais la méthode du petit poussé. Je charge mon labyrinthe. Et quand je le charge, je détecte le point de départ parce que je trouve un point et je détecte la sortie puisqu'elle est en périphérique et c'est une case vide. Une fois que j'ai ces coordonnées, donc je vais avancer. Alors, donc, par exemple, je suis ici, là, je départ, je vais avancer vers le bas, j'arrive jusqu'à une intersection et dès que j'ai une intersection, donc là, je remplis un tableau et dès que j'ai l'intersection, je fais OK, je crée un deuxième tableau et je continue le tableau sur la droite. Celui-ci, il arrive en cul-de-sac. Donc à ce moment-là, je supprime. Donc là, je fais mon pop et je reviens là et je continue mon chemin. Et dès que je vais arriver ici, je fais OK, là j'arrive au bout en cul-de-sac. Je fais un CTRL Z et là je reviens à mon dernier point de départ. Et donc à chaque fois, mes tableaux sont supprimés. Ça fait qu'au final, quand j'ai fini de parcourir et que j'arrive à la sortie, je vais avoir une liste de tableaux et c'est comme ça que je vais afficher mon résultat final. Alors lui, il va pas te donner le. Donc là, si par exemple je teste Donc tu as fait un parcours en profondeur. un parcours en profondeur, et si je fais mon test, le test du labyrinthe, c'est pas le parcours optimal, il va mettre à peu près 6 secondes. Donc là, j'ai chargé mon tableau.
Voilà, là, il a mis 6 secondes pour le faire et après, T'as mis 6 j'enregistre. millisecondes. T'as pas mis 6 secondes, t'as mis 6 millisecondes. 6 millisecondes, t'es sûr? T'as mis pas 6 millisecondes, t'as mis 6 6 dixièmes de secondes. seconde. 6 dixièmes de seconde. Ça n'a pas pris 6 secondes dans ta console. Donc ça reste très rapide. Ça reste Ok. ça reste dans l'ordre de grandeur de la résolution des deux autres, qui ont aussi fait en recherche en profondeur. D'accord. Bah, alors du coup, après moi j'enregistre tout dans un fichier, les coordonnées. Donc, une ligne, une coordonnée. Donc là, après mon fichier, je regarde, dans mon fichier, je l'ai appelé le même nom que d'entrée, j'ai rajouté coord. Donc là, on peut voir que j'ai 62 965 pas. Contrairement aux autres solutions où ils étaient en chemin optimal à 12 000 pas. Moi, Et j'aurais une question Ouais, sur ton schéma, la petite image là. Donc les ouais. chemins, c'est les cases noires et les murs, c'est les cases blanches, c'est ça? Oui, c'est ça. Je vois qu'à certains moments, ton chemin, il y a des boucles. Comment tu gères ça dans ton programme? Allez, bah, typiquement, là, si j'ai une boucle, c'est-à-dire que ouais, donc là, je vais ici. Ah beh, j'en ai une ici. Donc je suis ici, là, je me déplace, je trouve une intersection. Donc quand je trouve une intersection, j'ai pas dit, mais je pose un galet ici et je pose un galet en bas. Et puis après, celui-là où j'ai posé le galet, là, je continue. Là, j'y vais. Donc là, pareil, j'avais une intersection, j'ai posé mon galet ici. Je vais monter. Là, j'ai encore une intersection, on va dire que je pose le galet ici. Je viens là et je pose mon galet ici. Et après, ici, je continue et là, je vois un galet. C'est-à-dire que du coup, le dernier parcours que j'ai fait, donc à chaque fois que j'ai dit ces tableaux, donc je supprime là juste cette partie-là et je repars là. Et puis après, là, je remonte. Là, je pose mon galet ici, je redescends et je continue. Et j'arrive ici et là, je trouve un galet. Et du coup, là, c'est supprimé et je repars d'ici, etc. Et si j'arrive en cul-de-sac ici, bah, du coup, je vais retourner à ma dernière position. C'est mon dernier tableau qui reste. En fait, du coup, il y a un ordre. Je vais avoir une liste de tableaux qui contient des mini parcours. Je sais pas si c'est assez clair. Oui, c'est très clair. Et donc en Oui. fait, t'as vraiment t'as exactement la même chose que nous. Sauf que la différence, c'est que toi, t'as plus besoin d'aller évaluer toutes les trucs disponibles. Non, voilà, si c'est pas Elles dans sont le déjà tableau, c'est prêtes. que Elles sont déjà prêtes en fait. Elles sont déjà prêtes. Donc lui, il va l'étape un peu plus loin. Là où nous, tu vois, on va rappeler la fonction pour aller revoir. Donc quand tu reviens en arrière, là où nous, on revient en arrière et on rappelle, donc on va revenir en arrière d'un pas, et on va rappeler notre fonction, voir quels sont les chemins disponibles, on voit qu'il n'y a pas de chemin disponible, donc on revient encore en arrière, etc. Lui, il sait exactement là où il doit revenir en arrière, il revient de tout ça en arrière, et puis il repart directement. Il n'a pas besoin d'aller réévaluer les trucs. ouais, ce qu'on peut voir ici, c'est que moi, le next case up, down, left, right, ça me permet juste de savoir si la case est disponible, si c'est un mur ou un caillou. Et donc, si elle est disponible, elle me renvoie des coordonnées. Si elle n'est pas disponible, j'ai renvoyé -1 pour dire que OK, c'est pas dispo parce que soit je suis tombé sur un caillou, soit je suis tombé sur un mur. Et quand j'arrive au bout, là, j'ai une incrémentation, j'ai mon nombre de moves. Et si j'arrive tout à la fin et que le nombre de moves, il est égal à 0, donc là, je descends, voilà. J'arrive ici, donc j'ai pas bougé. Ça veut dire que je suis arrivé en cul-de-sac, par exemple. Mais dans ce cas-là, je vais faire un pop back. Donc je vais supprimer mon dernier parcours sur lequel j'étais. Et ce qui fait que quand je vais remonter en haut et que je vais faire mon next case, il prend l'indice du dernier tableau qui est dans ma liste de tableaux. Donc le dernier parcours sur lequel j'étais précédemment. Et ça va boucler jusqu'à trouver la sortie. Ou quand il n'y a plus de solution, ben là on est en prison. OK, ben mon parcours, en fait ma liste de tableaux, donc ma liste de Elle est vide. parcours, si elle est à 0, elle est vide. C'est-à-dire que j'ai plus de solution et en fait je suis en prison, c'est pas un labyrinthe, il n'y a pas de sortie. Et là ça sort. Après, j'ai essayé donc le Jackstra, bon je le prononce mal. J'ai voulu donc là Alors, sur cette partie. pour que tu saches, IJ en néerlandais, c'est un seul son, c'est day, ei en fait. C'est en Donc fait IJ, c'est un seul son en néerlandais, c'est ei. C'est comme si c'était une voyelle en français, tu vois. Donc en fait, ça se prononce Dijkstra. D'accord, Dijkstra. Donc j'ai voulu On prononce pas tester. le J.
autant sur la partie papier, ça paraissait facile, autant après sur la partie algorithmique, donc j'ai essayé donc la partie, les matrices adjacentes. Donc là, en fait, on reprend le même truc, c'est-à-dire que la matrice, que ça va être sur on va avoir les En fait, il y a sommets. déjà quelqu'un qui nous a déjà expliqué tout ça. Je sais pas si tu D'accord, étais présent OK. pour la toute première Ah. présentation. En fait, on a parlé de Dijkstra. D'accord, OK, voilà. Bon, Donc, ben on a eu Dijkstra, l'explication en large, en long, en large, en travers, et on OK. est arrivé à la conclusion que on devait obligatoirement faire un Dijkstra sur toutes les intersections, et on devait avoir un premier parcours complet de la Ouais. structure qui allait créer le graphe, mais complet, pour Ouais. pouvoir appliquer Dijkstra. Et après, de nouveau, sur le truc Dijkstra, c'est. Enfin, une fois que tu as trouvé la solution dans Dijkstra, tu es obligé de réinterpoler ton graphe pour le retransposer en coordonnées sur ton labyrinthe. C'est ça. Alors, juste, oui, si, j'étais là au début. Juste pour la petite précision, c'est que pour la partie avec les matrices adjacentes, au niveau des nombres de sommets, j'en ai calculé 1 436 000. Et du coup, bah, sur la matrice adjacente, là, j'étais sur un 2 milliards parce que c'est un n au carré, avec un tableau de 2 milliards de cellules. C'est pas mal ça, 2 milliards. Ouais, du coup, j'étais bloqué pour l'optimiser. On a assez de RAM tous ensemble pour. Justement, c'est les limites. Pas de matrice creuse. Faut de matrice creuse, quoi, parce que là, elle est pleine de zéros, la matrice de Corel. Bah, ouais. Bah, la maximum 4. En fait, sur une ligne, on aura 4. Et ça sera que des zéros, ou au maximum, il y aura 4, on va dire, 4 poids. Ouais, du coup, derrière ça, quand on veut faire ça, il faut utiliser des structures de matrices creuses, pas des matrices pleines. Ouais. Et du coup, bah, là, l'implémentation, là, j'y étais pas du tout. Oui, non, mais oui, c'était juste par rapport à la blague sur la RAM. Yep. Alors, du coup, je pense pas qu'on a suffisamment de RAM ici tous ensemble pour comprendre ce que Triphas vient de nous dire. Pour reprendre ma blague sur la RAM, du coup. Pardon. Parce que des matrices creuses, c'est quoi? C'est des donuts? Matrice creuse, en gros, c'est des matrices où tu stockes pas les zéros. C'est pas un array où tu stockes. Très souvent, en particulier quand on fait des techniques d'éléments finis et tout dans les calculs, on a besoin de matrices très grandes où il y a quasiment que des zéros dedans. Et en gros, là, la mémoire, elle est pleine, mais elle est pleine de zéros parce que, comme ça a été expliqué, on n'a que 4 adjacents possibles à chaque nœud. Et donc, en gros, c'est une structure de données relativement sophistiquée en termes d'implémentation où on ne stocke pas les zéros. Et ça permet, en fait, c'est faire des calculs, on va dire, quasiment aussi rapides qu'avec des matrices, voire plus rapides qu'avec des matrices pleines, donc les matrices classiques qui sont des arrays contigus et tout ça. Et c'est beaucoup plus compact en mémoire parce qu'on stocke pas. Est-ce que tu as une très bonne idée de défi que je pourrais leur faire pour justement dans lequel on devrait utiliser des matrices creuses? Tu vois, ainsi on reste un dans peu, et je l'algorithmique. t'enverrai un message. J'ai rien sous l'idée là, mais je vais Parce que réfléchir. justement, Mestery ici râlait que les parcours de labyrinthe c'était plus assez algorithmique, il préférait revenir sur du plus matheux, quoi. Alors qu'on en a d'autres qui nous ont dit qu'ils préféraient ne plus faire d'algo et faire autre chose. Bah, il en faut pour tous les goûts après, donc Mais voilà. moi je pense que ça que ce soit Du varié. coup, ici, Je vais réfléchir à un truc avec la matrice creuse si je trouve un truc pas trop. mais voilà. Alors de toute manière, ici donc vous vous rappelez, il y a plus d'un mois, il y a en fait 1 mois et demi, on vous avait fait la question, donc on avait avec toutes les personnes qui participaient au premier défi, on avait posé la question de voilà, on avait un peu brainstormé, voir quels seraient les défis que vous aimeriez bien avoir. Et en fait, en y regardant de plus près avec les autres ambassadeurs, et c'est vrai que en fait, sont beaucoup des idées de défis, mais qui en fait ont une forte tendance algorithmique. Ok, donc ça va être par exemple ici la génération de labyrinthe et parcours de labyrinthe, même si ça peut sembler un peu jeu, ok, ça reste en fait des algos. Donc vous vous rappelez, ici on a vu par exemple, on a vu pas mal de théories de graphes. On a vu les parcours en profondeur, parcours en largeur, on avait même des parcours avec des heuristies. Donc, il y a certaines personnes qui en ont ras-le-bol de faire qui ont ras-le-bol de faire de l'algorithmie. Par exemple, Mestery. Ici, on a ras-le-bol de faire de l'algorithmie. Et du coup aussi, pas mal de personnes qui râlent sur le fait qu'un week-end, 3 soirées, c'est pas suffisant que pour implémenter des défis aussi simples que quelque chose qui se torche en 1 heure et demie. Ce que je ne comprends absolument pas. Du coup, en fait, on pense pour la prochaine fois, c'est-à-dire dans 2 semaines, faire le premier défi d'une semaine,
Et cette fois-ci, on quitte l'algorithmie et on part dans du réseau. Alors, on en a déjà discuté un petit peu, donc je vous invite à voir vos réactions. Donc, il y a un vote pour le moment qui est dans défi discussion. Alors, j'en profite pour rappeler. Dans le rôle, donc on a un nouveau salon qui s'appelle Défi Discussion, dans lequel on discute des défis. Et en fait, c'est un rôle qui est caché, et il faut que vous réagissiez sur l'ampoule. Donc Linux a envoyé un message dans Défi. Il se retrouve assez haut dans les messages. Je vais vous mettre le Le lien message est dans... épinglé, hein, vous le trouverez. Ouais, le message était épinglé, mais je vais vous le remettre maintenant. Vous pouvez réagir sur la bulbe, hein, donc sur Une ampoule. l'ampoule. Donc vous devez cliquer pour aller là où c'est. Donc, vous pouvez cliquer sur l'ampoule, et là vous avez accès aux discussions, défi discussion. Dans défi discussion, il y a un vote qui est en cours, donc un vote à mort moelle avec des plus 1 et des moins 1. On vous propose pour le prochain défi, donc dans 2 semaines, et j'en parle aussitôt parce que là je compte sur vous pour un peu vous documenter au préalable, d'implémenter un serveur web. 3 petits Et là, points. je laisse un petit peu le temps que ça percute. Donc un serveur web. Donc, vous vous doutez bien, implémenter un serveur web, ça veut dire interdiction d'aller utiliser un framework qui fait tout à votre place. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc le but du jeu ici, c'est d'aller utiliser votre librairie de socket préférée, ou bien les librairies qui vous permettent de faire de l'asynchrone, mais vous devez être responsable de taper la ligne qui bind le port 80, ou le port 8000 si vous voulez rester si vous voulez pas demander à route de vous binder le port 80. Donc vous devez être responsable de binder le port 8000, vous devez être responsable d'accepter les connexions, et vous n'avez pas le droit d'utiliser un quelconque framework qui va déjà tout vous parser pour vous. Vous devez lire les bytes, donc lire les messages qu'on vous envoie, parser les messages HTTP et renvoyer des réponses en fonction des messages HTTP que vous recevez. Est-ce que faire du réseau, implémenter un serveur web, est-ce que ça vous intéresserait? Si ça vous intéresse, il y a le message donc qu'on revient de remettre dans Vocal sans micro. Implémenter un serveur web, ça vous tente? Je vous invite à aller sur ce message-là et aller venir mettre un pouce en l'air. Si ça ne vous intéresse pas ou que ça trop compliqué, vous n'en avez rien à foutre, vous mettez un pouce vers le bas. Alors évidemment, ceux qui vont mettre un pouce vers le bas, bah, on les retient, on les note et vous aurez affaire à nous. Hein, parce qu'on veut faire ça. Bah, moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas forcément, mais je trouve que c'est super d'avoir de la diversité et que ce soit pas toujours le même type de sujet. Donc, je mets quand même un pouce vers le haut parce que je trouve que c'est chouette comme exercice. Moi, c'est surtout parce qu'il y a des super libres que j'ai envie de tester. Bon, au-delà Le problème, de c'est que là, satisfaire la curiosité de David pour ces librairies, on s'est dit que ça serait bien effectivement de pouvoir contenter un peu tout le monde et d'alterner un peu les défis algo et moins algo, on va dire, comme les défis longs et les défis moins longs. Donc voilà. Après un serveur web, bon, je sais pas si on vise un peu haut, si on aura beaucoup de participants, je sais pas. Mais on va Peut-être. mettre une semaine, hein, donc il y aura 2 week-ends. Hein. Mhm. Et je compte lâcher de la documentation. Oui, Et oui, du coup, l'écriture du sujet, bah, tu vas t'y coller avec moi, hein, de toute manière. Ce sera, à mon avis, on va garder ça simple et on va faire quelque chose dans le genre, un truc à la con, genre peut-être un compteur ou un truc dans le genre, tu vois? Ou genre t'envoies un nom tu pourrais genre post et en body tu mets ton nom, tu vois? Et genre ça vient incrémenter un compteur pour toi, tu vois? Un truc aussi con que ça. Mhm. Et quand tu get Ouais, et que tu mets ton nom, et bien alors là tu récupères en fait le compteur, l'état du compteur, tu vois? Évidemment, on va pas vous demander de recoder Nginx ou Apache, hein. Si, c'est carrément le sujet. Non, mais c'est carrément le sujet. Ah non, bien sûr, c'est carrément le sujet. C'est carrément le sujet. Bon, Donc, voilà.
Moi, si je me chauffe, je m'amuserais à aller écrire un truc pour aller bombarder de requêtes et voir à quel point ça arrive à soutenir les requêtes ou pas. Hmm. Ça peut être rigolo. Mais donc, Enfin voyez au voilà, vous niveau. pouvez voter en tout cas. C'est ouvert et puis on en discutera avec les ambassadeurs. Voilà. Ouais, on vous pondra un sujet pour bien cadrer ça. Et donc, ce sera vraiment juste le serveur et non pas genre faire une application derrière. Non, non, l'application, ce sera minimaliste. Ce sera genre le compteur, comme je vous l'ai dit ici, vraiment un truc minimaliste qui tient en une ligne de code. Et nous, ce qui sera intéressant, c'est vraiment faire un peu de socket, quoi. Et alors, Yes. pour de nouveau tous ceux qui, ici, Nice Guy qui dit qu'il n'y connaît rien, mais c'est aussi l'occasion d'aller étudier. Par exemple, Nice Guy, tu programmes en quel langage, toi, d'ordinaire? C++ ou Python? Ok. Network, Python. C'est sur Open Classroom. Mais je pense que le cours n'existe plus. Gérer les réseaux. Je pense que le cours n'existe plus, donc je vais avoir du mal à te le donner. Non, le cours n'existe plus. J'avais un super cours sur les réseaux en Python, mais il n'existe plus, donc je peux, désolé. Mais il y a la doc pour s'informer un peu sur le sujet. Oui, j'ai déjà partagé de la doc, c'est dans Défi, tout court. Alors la documentation que j'ai envoyée, c'est un gros article, alors faut se le taper, hein. C'est le C10K, 10,000. Et alors en fait, c'est un article qui est paru en 2000 et qui relate plein de techniques différentes d'écrire des serveurs efficaces par rapport à 2000. Ok. Alors moi, je ne vais pas vous demander d'aller faire des trucs NEC plus ultra, mais genre si vous me faites des trucs qui sont capables de gérer des clients, enfin déjà juste gérer un client à la fois, ce sera déjà rigolo. Mais alors après, si vous amusez à faire des architectures qui sont capables de traiter plusieurs clients en parallèle et tout, ça peut être super cool, quoi. Ça peut être super cool, et ce sera justement le but, et c'est pour ça qu'on donne aussi une semaine, c'est pour qu'on puisse explorer les trucs. Et de nouveau, utiliser le salon défi discussion pour justement aussi aller demander de la doc, genre qu'est-ce que je peux aller lire pour faire le défi, etc. etc. Et comme le disait Lazare, au-delà du défi, je pense que c'est l'occasion aussi de découvrir un petit peu comment fonctionne le HTTP, découvrir comment ça se passe quand on envoie une requête en vrai, un petit peu derrière le rideau. C'est aussi ça, trouver des docs pour savoir comment c'est foutu. C'est l'occasion, je pense, d'apprendre un truc un peu nouveau. Pour ceux qui n'ont jamais, qui ne se sont jamais intéressés à ça, du moins. Et alors pour ceux qui ont fait du Python, en fait, le truc c'est que j'ai une grosse expertise dans tout ce qui est réseau. Mon boulot, mon quotidien, c'est aussi de faire ça, quoi. Particulièrement HTTP. Donc J'ai juste une on pourra répondre à vos questions. Oui, Antoine, on t'écoute. En Python, j'avais fait pour m'amuser juste petit serveur parce que ça m'amusait. Juste le problème c'est que donc je faisais en local hein, en IP 127.0.0.1 et au port 8000. Mais moi j'ai juste une question, c'est que quand on veut connecter avec une machine à distance, donc en passant par la box, le problème c'est que je crois qu'il faut configurer un peu la box, sinon ça marche pas, je crois. Ouais, D'accéder. je vais te montrer chez moi. Tu vois mon écran? Attends, excuse-moi. Hop, voilà. En principe, il faut juste ajouter une règle NAT et c'est bon. Ouais, mais je vais aller leur montrer comment je fais chez moi. Ensuite, bon, on est là, Yes. on est entre nous. Je pense que c'est celui-là, je suis pas sûr. Ah non, c'est pas celui-là. Les côtés sont croppés. Ouh, c'est pas celui-là non plus. Là? Ah, c'est pas celui-là non plus. Voilà, ok. Bon ben, moi, vous savez, hein, il y a un site derrière la ZorBE, ok? Il y a un site qui tourne ici, ok? On est chez moi. Alors je vais vite aller vous montrer. C'était le status. J'ai un Nginx qui tourne, ok? Donc c'est un serveur web, d'accord? Si on fait un... C'est plus netstat qu'il faut que j'utilise, c'est quelle commande? Tu peux arrêter l'enregistrement, Mystery, ouais, bien sûr, bien sûr. C'est quelle commande déjà? C'est plus netstat, c'est autre